Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Loris Romano et tu peux peut-être nous annoncer le sujet ce soir. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, on va parler d'un type de portrait qui a le vent en poupe depuis un petit moment, qui s'appelle le portrait Moody. C'est un terme anglais et on verra tout au long de ce webinaire ce qu'est le portrait Moody. Exactement. Donc je rappelle, pendant que vous êtes nombreux encore à vous connecter, je vais rappeler un petit peu le fonctionnement de nos webinaires. Donc très simplement, on va avoir une présentation faite par Loris avec une petite vidéo qui nous a préparée où vous aurez justement les secrets du portrait Moody, c'est le nom du webinaire ce soir. Ensuite de ça, on fera une petite page de publicité avec les offres spéciales qu'on vous a concoctées avec Digitphoto. Et ensuite, on passe à une session questions-réponses où vous pourrez interagir avec Loris. Voilà pour le fonctionnement. Ce que ça veut dire, c'est que tout au long de la présentation de Loris. Si vous posez des questions, il ne va pas y répondre directement, mais moi je garde vos questions, c'est moi votre modérateur ce soir. Je vais garder les questions de Loris pour les lui poser dans la partie questions-réponses. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on pourra travailler ensemble. Alors, petite question toute bête pour vérifier que tout fonctionne. Dites-nous si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Vas-y Loris, Ce balance. qui serait beaucoup plus pratique que les gens Ouais. nous voient Donc et vous nous avez un tapent. petit outil voilà, de chat où vous pouvez nous dire si ça fonctionne. Le son et l'image passent-ils bien? Il y a un peu de lag toujours, hein, il y a quelques secondes, c'est normal. On attend les réponses. Ouais, super, tout est bon, parfait. Frédéric Baird, heureux de voir Loris en direct. Eh bien, enchanté et heureux d'être en direct aussi, évidemment. En plus, chez moi, il fait plus très beau en ce moment, on est mieux à l'intérieur, on est au chaud. Ah oui, L'hiver s'installe en Lorraine. c'est normal. Donc, Loris en direct de Romba. Et C'est moi, ça. je suis près de la place d'Italie à Paris, dans le 13e. Eh ben, sans plus attendre, moi, je te laisse démarrer. Peut-être présenter un petit peu ton style de photo et ton travail de photographe. Et quand tu es prêt, je reprendrai la main quelques instants pour lancer la vidéo. Oui, puis on a ce petit quiz à faire avant aussi, dont on avait parlé. Absolument. Euh, alors, bonjour à tous. Merci d'être venus et d'être nombreux, parce que vous êtes nombreux. Je suis Loris Romano. Je suis photographe. J'aime m'appeler photographe de commande, c'est-à-dire que tout au long de ma carrière photographique, surtout professionnelle, j'ai souvent des briefs et je dois m'y tenir. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime être créatif quand c'est pour mes projets perso, mais quand c'est pour des entreprises ou quand c'est pour des choses comme ça, un truc que j'aime beaucoup, c'est avoir des briefs et puis me dire, bah, tiens, quelle technique utiliser, comment mettre en valeur ce qu'on va me demander de mettre en valeur. Donc, je suis quelqu'un d'assez éclectique au niveau de la technique. Je ne sais pas si je me considère comme un photographe technique, mais en tout cas, je suis un photographe qui a un travail qui est très axé sur la lumière. Les gens qui me connaissent savent à quel point je peux être omnibulé par la lumière. Aujourd'hui, on va parler du portrait Moody. Le portrait Moody, finalement, vous allez voir dans la vidéo qu'on a préparée ensemble, je crois que la chose la plus compliquée, c'est de le définir. C'est un, c'est un fourre-tout géant, le mot Moody, qu'on voit un peu à toutes les sauces, beaucoup sur Instagram, mais il y a quand même des codes. Il y a quand même des codes que l'on va décrypter ce soir. Tout au long de la vidéo est préenregistrée, celle que vous allez voir évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions. Et ensuite, je vais pouvoir moi, j'ai un Lightroom au cas où qui est ouvert et si vous avez des questions sur des retouches ou quelque chose, on pourra voir ça en live ensemble après. Je vais afficher une photo, je ne sais pas si elle marche et Hervé va lancer un petit quiz. Normalement, la photo est lancée. Alors, Est-ce que très tu vois? bien. Ouais, elle marche nickel. Donc, regardez-la attentivement. Si tu peux la mettre en plein écran. Oh, il y est quasiment, non? Ah Ouais, oui, tiens, voilà. voilà. Vous la voyez bien, cette photo. Vous regardez avec attention parce qu'on va vous poser une question qui porte sur cette photo. Et la question, c'est quel est le setup lumière qui a été utilisé dans cette photo?
et on va vous afficher le sondage qui vous permettra de cocher des petites cases. Le voici. Donc, quel setup lumière dans cette photo? Est-ce que c'est une lumière naturelle prise vers 11 h du matin? Est-ce que c'est un flash 500 watts avec un bol beauté? Est-ce que c'est un éclairage LED continu 20 watts? Ou les phares de la 206 de Loris? Ça pourrait des fois. Sachant que pour info, je n'ai pas de 206. Ceux qui me connaissent le savent. Je donne une petite indice pour la réponse. Il fallait pas le dire. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'avait pas trouvé le chat. J'ai dit que ça irait très bien parce que tu préférais les chiens de toute façon. Ah. Si on commence à faire des blagues au début, Hervé, on va peut-être finir à 22h. Marie-Naël Nonapate dit qu'elle n'a pas de chat non plus. Mais les questions, c'est très très bien. Gérard aussi dit qu'il n'a pas de chat. Ah non, on va pas revenir à la photo, il fallait regarder. C'était le sondage, on attend que tout le monde puisse voter. Donc vous êtes 70% presque à avoir voté. On attend encore un tout petit peu et je vais fermer le sondage. 3, 2, les derniers votes. 1. Ouais, je ferme le sondage et je le partage. Oula. Partage des résultats. Donc, 18% considèrent que c'est une lumière naturelle prise vers 11 h du matin. 51% flash 500 watts avec un bol beauté. Tu as gagné ton pari, Loris. J'ai gagné mon pari. Ouais. Éclairage LED continu, 28%. Les phares de la 206, 5%. Il y a des blagueurs. Normal. Donc, voici l'image. Ah, je la remets? Ok. Bon, comme tu veux. Et la réponse, du coup, sera dans la vidéo. Ben oui, exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais reprendre la main pour lancer la vidéo. Je te pique. Je te laisse faire. Et on va lancer la vidéo de Loris. C'est parti. Bienvenue à vous dans ce webinaire organisé par Calibrite qui m'a gentiment missionné pour vous parler de la photo portrait Moody. Dans cette vidéo, on va parler de matériel, de prise de vue, de traitement d'image, de philosophie, bref, tout ce qu'il faut pour réaliser un portrait Moody. Mais avant tout, si on essayait de définir ce qu'est le style Moody. Alors très bêtement, pour commencer, si on fait une bête recherche Google avec les termes Moody Portraits, oui, parce que je fais mes recherches en anglais. En général, en vrai, il y a plus de résultats. On tombe sur des photos qui n'ont souvent strictement rien à voir les unes avec les autres. Et on va donc tomber dans la première difficulté de ce style, le définir. Le style Moody est une mode qui a vraiment le vent en poupe en ce moment et qui est même devenue une vraie patte pour certains photographes. Mais c'est également devenu une sorte de fourre-tout géant dans lequel chacun y met un peu ce qu'il veut. J'ai même vu passer des déclinaisons du style Dark Moody et ainsi de suite. Moi qui viens de la musique, j'ai l'impression de retrouver un peu le même phénomène qu'avec les styles musicaux. Non, je fais pas du métal, je fais du doom metal atmosphérique tendance garage. Bon, si on essayait un peu de déchiffrer ce qu'est le style Moody. Moody, c'est de l'anglais, et ça veut dire lunatique, d'humeur changeante, morne. Un truc pas joyeux quoi. Et on voit bien qu'on est plus sur le champ lexical du sentiment que de la technique. Et c'est là qu'on voit à quel point ce style peut être subjectif, parce qu'en fait, une photo Moody, c'est quelque chose qui va refléter ce sentiment morne ou un peu mélancolique. Mais ce style, même s'il a l'air très large, il a quand même des codes. Il suffit pas de mettre en scène quelqu'un ou quelque chose de triste pour que ce soit Moody. Pour moi, un portrait Moody est donc un portrait qui fait transparaître une certaine mélancolie, mais avec un développement de l'image très typé. C'est-à-dire qu'une même photo peut être Moody ou non, suivant son développement. Un portrait Moody réussi pour moi est donc une photo dont l'intention transparaît tant dans la mise en scène du modèle que dans le traitement d'image. Faisons donc une petite liste de ce qu'il faut réunir pour réussir ce type de portrait. Un modèle à l'expression très forte, une mise en scène qui renforce ce côté un petit peu mélancolique. On peut par exemple isoler le modèle de par le cadrage, la composition ou bien la lumière par exemple. Et donc un traitement d'image typé pour ce style de photo. Nous allons donc partir sur plusieurs cas pratiques pour en apprendre un peu plus sur ce style. Pour ce projet, je suis parti très léger, un boîtier et deux objectifs.
Je shoote avec un Sony Alpha 7 IV que j'aime beaucoup pour sa polyvalence et la confiance extrême que je lui fais en termes d'autofocus. Niveau objectif, je suis parti avec un 55 1.8 et un 85 1.8. J'ai l'impression que la grande ouverture est également une constante de ce style. La faible profondeur de champ peut apporter très vite un côté proximité du modèle dans les prises de vue rapprochées ou au contraire avoir un côté isolement du modèle avec l'arrière-plan. Pour la lumière, nous verrons au long de cette vidéo qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles pour faire des portraits Moody. La lumière naturelle vous permettra sans problème de faire ce type d'image, mais vous pourrez également faire des setups bien plus costauds. Pour la lumière, la marque Obolight s'est proposée de se joindre à ce webinaire. C'est une marque que j'ai découvert il y a peu en faisant une vidéo sponsorisée sur ma chaîne YouTube et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la Obolight Mini. C'est une lumière sur batterie de très petite taille qui est beaucoup trop jolie avec une lentille devant pour focaliser plus ou moins la lumière. Elle est d'une puissance de 20 watts mais elle produit une lumière vraiment vive grâce à sa lentille. C'est une lumière qui ne quitte jamais mon kit de tournage quand je tourne des clips par exemple. Je suis parti également avec la Obolight Micro qui est une version mini de la Obolight Mini. Ça veut dire que c'est encore plus petit quoi. C'est microscopique mais très efficace du moment qu'on est dans un environnement contrôlé et pas trop lumineux. Il a commencé à neiger dans ma région récemment et je me suis dit que c'était une bonne idée pour faire des portraits empreints de mélancolie que d'avoir de la neige. Pour vous montrer que ce style est accessible à tous, commençons en lumière naturelle. Alors attention, je vais te donner un conseil que moi, je trouve très judicieux pour la photo Moody et pour la photo en fait de n'importe quel style. Mais il se peut que certaines personnes ne pratiquent pas ça comme moi. Là, on est sur ma pratique. Le style Moody résulte assez souvent d'une photo plutôt sombre. Et justement, pour moi, l'erreur serait de vouloir avoir une photo très sombre directement dans l'appareil. Pour moi, il faut exposer correctement sa photo, surtout au niveau des hautes lumières, et c'est ensuite le traitement qui va venir assombrir grandement la photo. En gros, le conseil est toujours le même, ne pas trop sous-exposer ses photos directement à la prise de vue parce qu'on se prive de beaucoup d'informations qui sont vraiment essentielles pour le traitement. En exposant bien votre fichier dès la prise de vue, vous aurez une latitude de retouche bien plus grande, même pour avoir une ambiance sombre par la suite au développement. Bref, avec Valentine, on s'est retrouvé sous la neige. Et la lumière un jour de neige, si tu l'exposes correctement, c'est vraiment cool parce que les nuages agissent comme un énorme diffuseur, donc une lumière très douce, et la neige au sol agit comme un énorme réflecteur. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière est vraiment homogène et assez cool. On a trouvé un joli chemin arboré qui me permettait d'avoir de jolies taches de lumière dans le fond. Et ça, c'est quelque chose que j'adore pour donner de la dimension à mes portraits. J'ai donc fait quelques portraits serrés de Valentine, mais aussi des portraits en pied, en me servant des arbres et puis du chemin pour créer une sorte de cadre naturel autour d'elle. Et le résultat, ça donne globalement ça. Et là, tu vas me dire, ouais Lolo, enfin t'es bien gentil, mais ça, c'est absolument pas Moody. Et oui Jean-Mi, t'as raison, c'est pas Moody. Parce que comme je te le disais depuis le début de la vidéo, une photo Moody, c'est sûrement une prise de vue, mais c'est aussi surtout un traitement. Et le traitement, il a une part énorme à jouer dans le rendu pour ce style de photo. Alors de manière générale, le Moody, il peut avoir un rendu plutôt chaud ou plutôt froid. Les deux existent et se voient autant un que l'autre. Par contre, le rendu est toujours très typé et assez peu naturel. Souvent, on va teinter les ombres et les hautes lumières, ce qui s'appelle un virage partiel, et on va donc avoir un rendu assez typé et pas trop naturel. Pour cela, j'utilise l'outil Color Grading de Lightroom qui me permet de teinter différemment les ombres, les hautes lumières et les tons moyens. Mais cela ne suffit pas à obtenir une photo Moody. Pour faire une photo Moody, il y a un paramètre qui change absolument tout. Ce paramètre qui change absolument toute l'ambiance d'une photo, il va se trouver au niveau de la courbe. L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un cut au niveau des noirs, c'est-à-dire relever le niveau des noirs dans la courbe pour que les noirs apparaissent un peu plus grisouilles. Et également d'écraser un peu les blancs en tirant cette fois le point des blancs vers le bas pour avoir des blancs un peu cassés, grisouilles aussi. Donc en fait, avoir des noirs pas vraiment noirs et des blancs pas vraiment blancs.
C'est cette manipulation-là qui va vraiment vous donner le côté moody d'une photo. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez quasiment retoucher votre photo comme vous le voulez et faire cette manip après et vous aurez globalement une photo moody. D'où l'idée pour moi de bien exposer son fichier à la prise de vue. Comme ça, avec cette courbe, tu peux vraiment doser à quel point tu veux rendre tes blancs plus ou moins fades, mais en fait avoir des blancs sur ta photo si tu en as envie. Et d'ailleurs, si tu cherches des presets Moody sur internet pour Lightroom par exemple, en général, ils vont énormément assombrir ton image, genre voire beaucoup trop, d'où l'idée en fait de ne pas avoir une image trop sombre dès le début, sinon tu verras quasiment plus rien. Après, ces presets, moi je te conseille de les prendre comme une base au niveau des teintes et ainsi de suite, et puis de vraiment mettre les mains dedans pour en faire quelque chose que tu aimes. Et pour finir, on peut saupoudrer le tout d'un peu de grain. Ça aussi, le grain, c'est très à la mode. Voilà donc la photo traitée normalement. Et avec une version Moody. Bon, tant qu'on est dans la partie traitement, parlons un peu de la chaîne de traitement. Calibrite pour ce webinaire m'ont envoyé une de leurs toutes dernières sondes, la Display Pro HL. Une sonde de calibration pour ton écran, ça sert globalement à faire en sorte que ton écran t'affiche des couleurs qui sont justes. C'est quasiment indispensable si tu fais de l'impression ou que tu bosses en milieu pro, mais même dans un milieu un peu plus amateur, en fait, ça va te garantir que tu manipules tes photos avec des couleurs qui sont les vraies et bonnes couleurs. Alors attention, ça veut dire que toi, tes fichiers auront la bonne couleur. Mais par contre, si les gens regardent tes photos sur un écran à eux qui n'est pas calibré, là, ils verront ce que leur écran leur envoie. C'est un peu comme la musique en fait. T'as beau faire un très bon mastering sur un de tes morceaux, si les gens l'écoutent dans la bagnole, ils n'auront pas le même rendu que tu as chez toi. Enfin, ça c'est un truc à comprendre. Le logiciel de calibration a été également complètement revu, et ça, merci, parce que en fait, c'est devenu tellement facile, c'est vraiment cool. Tu branches la sonde, tu lances le logiciel, et ensuite il y a des presets tout faits. Moi j'ai sélectionné photo. Le logiciel reconnaît tous les écrans qui sont connectés à ton PC. Moi j'en ai deux, comme tu peux le voir ici. Tu choisis l'écran que tu veux calibrer, tu places la sonde dessus et tu fais play. Et en fait, ça calibre tout seul, quoi. Le tout doit prendre environ 2 minutes. Bref, on a vu un setup en lumière naturelle, mais si tu me connais, tu sais à quel point j'aime la lumière artificielle. Et il y a un truc que j'aime énormément quand la lumière est assez plate, comme un jour de neige par exemple, c'est de sous-exposer légèrement la lumière ambiante pour avoir une base ultra douce mais un peu sombre, et ensuite de redonner un bon gros coup de punch avec une lumière bien dure sur le modèle. Ici, j'ai donc utilisé en extérieur la Hobolight Mini. Et on voit que par un temps couvert, ces 20 watts sont largement suffisants, surtout grâce à sa petite lentille qui permet de focaliser la lumière. Ça, c'est la photo traitée de manière neutre. Et ça, c'est la photo traitée Moody. Bref, on va laisser Valentine se réchauffer et on se retrouve en intérieur avec Casey. Parce que du coup, une fois le principe compris, une photo Moody ça peut se faire en fait quasiment partout. Ici, j'ai décidé de jouer un peu plus sur la mise en scène pour rendre cet effet de spleen plus visible. J'ai donc isolé Casey tant par le cadrage que par la lumière. Ma lumière principale est donc la Hobolight Mini et j'ai rajouté la Hobolight Micro avec un filtre rouge aimanté qui est fourni avec devant pour créer une ambiance un peu plus cool et puis relever les ombres. Ah, et j'ai également mis de la fumée dans la pièce, parce que j'aime bien mettre de la fumée pour diffuser la lumière. Et hop, le tout marche plutôt bien. Si on devait résumer ce que j'en ai résumé moi-même, le portrait Moody est donc un portrait avec une ambiance très forte, assez mélancolique, avec un traitement peu naturel qui utilise des virages dans les ombres et les hautes lumières, et surtout qui a un traitement très particulier au niveau des noirs et des hautes lumières. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé, et on se retrouve tout de suite avec Hervé pour une session questions-réponses en live. Merci. Bon, c'est cool. Alors, je vais rebasculer sur toi. Tu me dis quand c'est bon.
un tout petit instant. Je te redonne la main comme présentateur. Et voilà. Ok, parfait. Eh bien déjà, j'espère que la vidéo vous aura appris des choses, ne serait-ce que ce qu'est le portrait Moody ou ce que n'est pas le portrait Moody. Comme je vous l'ai dit, en fait, il y a autant de visions que de gens qui en pratiquent, je crois. Mais je pense quand même avoir décelé un peu les bases de la chose, quoi. Moi, en lançant cette vidéo, je pensais vraiment même à la base que le portrait Moody, quand j'ai commencé à en faire, c'était vraiment que cette histoire de portrait un peu orangé qu'on voit beaucoup. Et en fait, pas du tout. Non, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois une composante de la personne qui pose, dans le cas d'un portrait évidemment, d'une colorimétrie qui peut être chaude ou froide en fait, qui peut vraiment, mais qui transmet une espèce de sensation. Et puis de ce traitement des noirs et des blancs qui est vraiment très très typique, quoi. C'est quelque chose qui peut, je pense même, faire sortir un puriste de ses gonds, parce que on va prendre une photo qui est exposée correctement et puis on va un peu la maltraiter, quoi. Mais c'est vrai que le rendu, quand toutes les composantes sont là, ça marche, quoi. Et moi, je suis assez sensible à ce genre de photos. Je les pratique finalement assez peu, mais je suis assez sensible à ça quand même. Alors Hervé, à savoir que moi, je ne vois pas les questions des gens. Donc si tu en as, tu n'hésites pas à m'interrompre. Alors, première question, tu as parlé du color grading dans Lightroom. Yes. Est-ce que tu peux nous le montrer en manipulation? C'est quelque chose qui est faisable ou pas? Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais, nickel, on voit bien. Alors, le color grading, c'est cet outil qui s'appelle color grading. J'ai mon Lightroom en anglais, je suis vraiment désolé. Mais c'est celui qui est sous l'outil TSL, quoi. Et en fait, il y a trois roues. Une roue qui est là pour les tons moyens, une roue qui est là pour les ombres, et une roue qui est là pour les hautes lumières. Et en fait, on va pouvoir teinter indépendamment les ombres, donc les parties les plus sombres, les tons moyens, donc la partie moyenne de l'image, et les hautes lumières, donc tout ce qui est blanc, ainsi de suite. Et en fait, la roue est une roue 360 degrés auquel on peut tourner, et plus on va vers le bord, plus c'est teinté, vous voyez. Donc il y a un côté, là je choisis ma teinte, et plus je m'éloigne du centre, plus je sature. Et en vrai, l'idée, c'est là qu'on voit qu'on peut aller d'une photo qui est un peu plus chaude à une photo qui est beaucoup plus froide. Comme il y a beaucoup d'ombre dans les photos Moody, c'est vraiment cette roue-là qui va donner le mood général, quoi. En général, si on veut quelque chose qui donne une sensation un petit peu d'isolement, par exemple, pourquoi pas, on va aller chercher un peu dans les bleus. Et après, les hautes lumières, c'est vraiment ce qui va donner, vous voyez, une teinte un peu plus chaude, chaude ou pas d'ailleurs, hein, au visage, quoi. Moi, comme j'ai tendance à vraiment souvent éclairer mes visages, mes hautes lumières se retrouvent très souvent sur le visage du modèle. Et vous voyez qu'on peut aller vraiment chercher des ambiances très particulières. Là, on est presque sur un screenshot qui pourrait être issu d'un Twilight, par exemple, Twilight, ce film que les ados aimaient tant quand j'étais ado. Et après, il y a les tons moyens qui, eux, du coup, vont toucher tout ce qui n'est ni les ombres ni les hautes lumières, quoi. Mais c'est un outil que je conseille de tester si vous voulez avoir des retouches un peu plus créatives parce que c'est assez ludique. On manipule les roues, puis on a le résultat en direct, quoi. C'est quelque chose que j'aime assez bien et que je trouve assez peu destructeur pour l'image, quoi. Et si vraiment on a fait un peu n'importe quoi, on clique deux fois dessus et ça revient au milieu. Voilà, donc je trouve ça assez ludique. Donc voilà, ça c'est pour cet outil color grading que j'utilise quand même pas mal. Ça vient vraiment, j'ai l'impression, de la vidéo, quoi. Ces roues colorimétriques là, c'est un truc qu'il y a depuis toujours dans les Je te softs confirme, de vidéo, ouais. bien Et sûr. puis petit à petit, c'est arrivé dans les softs de photos et je trouve ça bien. C'est bienvenu, quoi. Après, Voilà. la vidéo elle-même s'est inspirée du traitement des films qu'on faisait en photographie, mais c'est Mhm. que les termes de color grading, l'utilisation un peu de la vidéo pour la publicité, pour les jeux vidéo aussi, ont amené ce travail un peu plus poussé sur les teintes. Ouais. Tant qu'on est sur ça, et on fera un petit break avec les offres, hein, comme on en a Bien sûr, parlé. ouais. Une question de Paul, mais est-ce qu'on peut aussi faire du Moody en noir et blanc? Bah oui, il y a des gens qui, j'ai dit qu'il y avait du dark moody, il y a aussi du black and white moody. En fait, là, du coup, tout ce qui est virage de couleur, alors à savoir qu'on peut faire des virages de couleur sur de noir et blanc. Si je passe ma photo en noir et blanc, on voit que je peux quand même agir sur les virages, ce qui va donner des monochromes en fait. À savoir que le terme monochrome ne veut pas dire que c'est noir et blanc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule teinte. Donc on peut avoir un monochrome rouge, un monochrome vert, enfin, voilà. Mais si je remets tout droit, en fait, le moody en fait en noir et blanc, il va s'appliquer surtout avec cette histoire de courbe ici. C'est-à-dire que là, c'est pas tellement moody, et puis là, ça le devient plus, quoi.
En fait, je vais la réinitialiser pour qu'on voit un petit peu, on va partir tous ensemble. À savoir que ne faut pas hésiter tout le long du processus à aller chercher, on va partir de la photo un peu neutre. En fait, l'idée, c'est vraiment, on va aller chercher cette courbe de noir là qu'on va, hop là, pardon, ça c'est quand on prend pas le bon point. Vous voyez qu'on va monter, et plus on la monte, en fait, plus j'ai mes noirs qui vont faire une sorte d'aplat, et je sais pas si, oui, vous voyez là, hein, c'est l'histogramme qui va se resserrer en fait. Et ensuite, on peut aller par ici, chercher un peu vers le bas, et vous voyez, la différence, elle est quand même ultra flagrante. Voilà, c'est vraiment sur ce genre de choses qu'on va aller chercher du Moody, c'est vraiment sur cette courbe. À savoir que pour les gens qui se demandent, parce que la courbe, la première fois qu'on l'utilise, c'est un peu barbare, ça part dans tous les sens. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un point ici et un point ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les points là, comme ils vont être fixes, quand je vais bouger ici, bah, ça va pas bouger vraiment plus haut, quoi. Alors que si jamais je mets pas les points, si je bouge celle du bas, ça me bouge toute la courbe. Vous voyez? C'est Hmm. pas ce qu'on lui demande. Si ça, vous voulez éviter ce phénomène, vous mettez 2 points sur la courbe et vous pouvez ainsi choisir un petit peu les endroits que vous voulez plus ou moins assombrir. Allez, hop. Et encore une fois, on peut redescendre ici. Et après, tout au long du processus, encore une fois, on va pouvoir, vous voyez, là, plus je monte, là, on va voir ce qu'on appelle la solarisation, c'est quelque chose qu'on va vraiment éviter. Plus, plus je, plus je vais aller dans mes courbes, je peux après aller revenir ici, vous voyez. C'est là que je dis que les puristes, des fois, vont peut-être avoir un peu mal au cœur, mais il y a dans le portrait Moody, de toute façon, si vous téléchargez des presets Moody sur le net, vous verrez que ici, il y a des choses très bizarres qui se passent, comme les noirs à plus 50. Parce qu'en fait, comme on les triture un peu ici, bah, on peut avoir besoin de les reprendre par là. Vous voyez, mais ça dégrade finalement pas tant l'image que ça. Mais de toute façon, l'image Moody est un signal qui est, pour moi, dégradé, hein, de par le grain qu'on y met, de par tout ce qu'on va en sortir, quoi. Donc, en fait, oui, Très le bien. black and white Moody est une variante qui Une existe possibilité. également. Voilà, où on va en fait aller, bah, aller ternir un peu l'image. Je pense que c'est vraiment le terme que j'ai pas mis dans la vidéo, mais on va aller ternir un peu l'image, on va enlever un peu de contraste. Mhm. Et c'est là qu'on voit que bah voilà, que c'est tout l'intérêt de ce style, il est vraiment dans cette courbe-là. Voilà. Très bien. Alors, pour revenir, plusieurs personnes, dont Jimmy Derem, demandent, mais alors la réponse à la vidéo, c'est quoi? C'est une lampe continue 20 watts. Tu avais une photo où on voyait le behind the scene? Alors hop, je vais essayer de vous l'afficher. De toute façon, tout ce qu'on voit sur mon écran se fait là? Se voit, je veux dire? Ouais, ouais, on voit très bien, on voit tes manipulations, pas de souci. Eh ben oui, hop. Voilà, c'est celle-là. Très bien. Donc, et c'était pas de la lumière du jour. Ah, là, tu es reparti sur l'autre. Ouais, ouais. Et donc c'était pas la lumière du jour, c'était vraiment cette petite Non, mais cette petite. remontre-nous la photo, parce que là, on voit Ah, la Lightroom. photo de Ouais. celle-là. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est celle qu'on vous a présentée. Ouais. Et celle où tu avais le behind the scene, où on voyait l'éclairage sur son trépied. Est-ce que tu as le son de ma vidéo? Non, tu l'as pas ça, hein? Attends, j'ai un doute. Non, non, Bouge non, on ne pas. veut pas montrer la vidéo là. Non, attends 2 secondes. Voilà, ça tu peux la montrer, oui, voilà, comme ça. Très bien. Voilà. Et en fait, On la fait vidéo une est en pause log, hein, donc je dessus. crois qu'elle est un peu plate. Mais vous voyez, Une alors pause dessus. évidemment, la lumière est quand même assez proche, hein, de Valentine, parce que bah, ça reste 20 watts. Mais vous voyez que 20 watts en plein jour, quand on est par un temps couvert, bah, ça peut largement suffire. On voit l'effet de la lumière sur la vidéo, hein, parce que du fait que Ouais. c'est une lumière continue, on Fais, voit bien que fais ça pause suffit sur, largement. sur la vidéo, sinon elle gigote, si tu veux bien. Voilà. Nickel. Et donc l'idée, bah, un éclairage comme ça qui n'est pas très très puissant, effectivement, il faut le mettre très proche du sujet, ce qui permet de l'exploiter. Et donc avec 20 watts, en étant proche du sujet, bah, bien sûr, on se débrouille pour qu'il soit hors champ. On a Voilà. les résultats que tu nous as montrés. Voilà, c'est Et ça qui est après, à top. savoir que, bah, pareil, c'est intéressant pour le Moody. Chose à savoir, c'est que, petit tips photographique, plus on met l'éclairage près du modèle, plus il va y avoir un fall-off qui est prononcé. C'est-à-dire qu'en fait, plus l'éclairage il va être vraiment dirigé sur l'endroit où on pointe la lumière. Plus une lumière Ouais. est loin, plus elle éclaire large. Plus une lumière est près, plus elle éclaire serré. Donc en Mm. fait, on va accentuer l'effet de proximité de la lumière en la mettant près et ça va directement mettre le modèle un peu dans l'ombre. Si vous regardez bien, là, sa main, elle prend pas tant de lumière que ça. On a C'est vraiment ça. que le visage qui ressort et même pareil, son manteau ne prend pas tant de lumière que ça. Et pour ce genre de portrait, c'est pas mal de se dire, bah tiens, avoir des lumières assez proches, ça va isoler le modèle. C'est ce qu'on a fait avec Casey aussi, que je vais vous trouver quelque part Ouais. par ici.
Vas-y, fais-le. Effectivement, donc tu focalises la lumière Voilà, là de la lumière est manière à très faire proche. ressortir tout ou partie du visage, quoi. Et c'est Là, vous là-dessus voyez, qu'on… on voit bien le grain sur ces images que j'ai rajoutées. On voit bien que l'extérieur n'est absolument pas cramé, ce qui donne un côté ambiance un peu morne dehors. Tout était pensé à cette prise de vue pour avoir ce côté un peu triste de l'image, quoi. Et puis là, on voit donc l'effet parfait de la Hobbylight Mini qui découpe vraiment bien. C'est ce que j'aime dans cette lumière, c'est qu'elle découpe vraiment. Et puis là, j'ai juste, avec la micro, j'ai été rechercher un peu de rouge pour donner une petite ambiance un peu supplémentaire. Ouais, parce que Voilà, là, tu as un setup avec 2 lumières, avec de alors lumière, que ouais. là, tu as lumière du jour plus la 20 watts. Donc, C'est ça. certaines personnes demandent que je reprécise la marque, c'est Hobolite, Hobolite, comme la chanson de Charlie Winston, I'm a Hobo. Et c'est des éclairages qui sont faits pour être pratiques et transportables partout, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Bon, à savoir que c'est bicolore pour les gens qui se Ouais. demandent. On peut quand même y mettre des accessoires dessus, mais moi je trouve que sur la Mini, hein, la petite lentille qu'il y a dessus, c'est vraiment l'accessoire qui fait de cette lumière sa spécificité, quoi. Ce serait Mm. presque dommage d'y mettre une boîte à lumière, quoi. Mais Ouais, c'est parce qu'elle comme on fait. focalise bien la lumière, c'est ça Ouais, avec l'optique, hein. c'est ça. Voilà, Très bien. Merci. Donc ça répond à certaines des questions, hein. C'est pour ça que on parle bien de sûr. ça. Euh, Est-ce que tu exposes à droite ou tu exposes correctement? Ça, alors c'est la question qui revient souvent, on peut en parler une fois pour toutes, c'est bien d'en parler. Il y a beaucoup de débats à ce niveau. Moi, j'expose à droite, c'est devenu une habitude en fait. Parce que Mhm. je me suis dit qu'il y a globalement, que des plus à exposer à droite. On va avoir plus de latitude de retouche et ainsi de suite. Par contre, ça peut être dangereux. Je le fais pas tout le temps. Ça peut être dangereux si on est en extérieur, par exemple, et qu'on a une lumière qui est changeante. Imaginons qu'il y ait des nuages qui passent. Si j'expose à droite à un moment, exposer à droite, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire qu'on va exposer plus lumineux que ce que va nous conseiller la cellule, évidemment, Mhm. mais que du coup, on va avoir plus d'informations dans notre photo. À la retouche, on va pouvoir récupérer plus de haute lumière et ainsi de suite. On va avoir plus de détails. Mais par contre, si on est dehors, qu'il y a des nuages qui passent, si on expose à droite à un moment où c'est un peu sombre et que d'un coup ça devient plus lumineux, il y a un moment de l'expo à droite où ça va devenir cramé. Et là, c'est irrécupérable. Et donc, c'est un peu dangereux en extérieur quand la lumière est changeante. Mais sinon, dès qu'on est en lumière contrôlée et tout, moi, l'expo à droite, c'est un truc que j'ai pris l'habitude de faire et qui en fait ne me pose plus de problème, j'y pense même plus, quoi. Par contre, pour tous les détracteurs et ainsi de suite, là où je peux les rejoindre, c'est qu'il y a des fois où je fais du reportage, j'expose pas spécialement à droite sur certaines images et elles sont pas ratées pour autant, quoi. Là, on commence à tomber dans les, comment on appelle ça? Dans les manipulations un peu, j'ai pas envie de dire d'experts, mais si jamais vous ne comprenez vraiment pas ce qu'est l'expo à droite et que vous en êtes encore pas là dans votre, recherche et dans votre apprentissage photographique, mettez ça de côté, vous n'allez pas rater, quelque chose de très important pour autant. C'est un truc qui vient plus tard, quoi. Voilà. Alors, le Aurore demande, mais du coup, exposé à droite, est-ce que ça veut dire surexposé? Alors, ça veut dire surexposé si tu pars du principe que, c'est ta cellule qui a raison. Une cellule, en fait, d'appareil photo, le problème qu'elle a, et ça vous allez peut-être vous en rendre compte, déjà rien qu'en faisant du mariage, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cellule de l'appareil photo, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une espèce de moyenne avec ce qu'il y a dans votre cadre. Donc la cellule de votre appareil photo, elle, ce qu'elle veut, c'est voir ce qu'il y a dans le cadre et faire en sorte que tout soit à peu près bien équilibré. Alors vous avez des choix de collimateurs, vous savez, vous pouvez faire ça en pondéré central et ainsi de suite, et c'est ça qui va décider globalement de comment l'expo est calculée. Mais si vous mettez un modèle sur un fond tout noir et que le modèle prend un très petit parti du cadre, si vous êtes en automatique, il y a énormément de chances que la photo, du coup, soit surexposée parce que l'appareil va voir plein de noir et il va dire, ah bah tiens, c'est trop sombre, il faut que je surexpose. Donc par rapport à la cellule, on peut considérer que c'est surexposé. Maintenant, par rapport à la lumière nécessaire pour exposer correctement sa photo, les puristes diront que exposer à droite, c'est exposer correctement et ce n'est pas surexposé. En fait, c'est vraiment Ok. ça qu'on entend souvent pour les gens qui parlent d'expo à droite, c'est que ceux qui défendent l'expo à droite disent, en gros, vous shootez tout le temps sous-exposé sans le savoir. Donc, exposer à droite, globalement, c'est exposer juste, mais ça comporte quand même des petits dangers de, si on est un éclairage changeant ou qu'on ne comprend pas très bien ce qu'on fait, on peut cramer la photo et là, c'est irrémédiable. Voilà. Merci. Alors, question de Nicolas Dietrich. Est-ce que
le style Moody, c'est le nouveau sépia. Il sous-entend, est-ce que c'est une mode, je pense. Ah, c'est une énorme mode, c'est même devenu un courant, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qu'on voit beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup même d'autres courants qu'on voit en ce moment qui en fait sont des dérivés du Moody, qui portent d'autres noms. Il y a eu beaucoup, j'ai vu de la retouche qu'on appelait chocolat pour les mariages, avec Mhm. ces tons un peu bruns et pareil du grain et des noirs relevés. Et en fait, ça pour moi, ça rejoint terriblement le Moody. Et oui, c'est une mode, ça c'est certain que c'est une mode du moment, mais qui a le vent en poupe et qui, j'ai l'impression que ça va rester quoi. C'est un style de photo. On a souvent l'impression on parlait des photos à la russe quand on parle des photos très retouchées, des portraits d'enfants très fous avec des peaux très retouchées, et ainsi de suite. Je pense que le portrait Moody, c'est un truc qui va rester, hein. Mhm. Très bien. Alors, question, donc 20 watts en LED, ça n'a pas grand-chose à voir avec 20 watts en tungstène. Est-ce que tu veux rappeler l'avantage, peut-être, notamment en extérieur, de travailler avec ce genre d'éclairage LED? Bah, alors, l'intérêt de celle-là, de la Hobelite Mini ou de n'importe quel éclairage LED, c'est que là, c'est sur batterie, c'est très petit, ça rentre dans le sac. Je peux aller la chercher si vous voulez. Comme ça, vous voyez. Attendez, je me Vas-y. permets de me lever. Hop, j'ai pas de câble, j'ai rien. Bon, ça va. Donc, je suis dans mon salon, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas abandonné. Hop là, me voilà de retour. Donc, ouais, le vrai intérêt, c'est que c'est ça, en fait, c'est vraiment petit. Mais par contre, ça a une puissance qui est assez colossale, vous allez vite le voir. Et c'est surtout que c'est bicolore, donc on va pouvoir aller changer un peu là. Alors là, par contre, je suis à 30%, vous voyez, je suis à 30%. Ma caméra, pour info, elle est ISO 640. Et on voit il y a de la grosse patate, quoi. C'est quand même très puissant. Mais c'est très puissant, attention, c'est très puissant en éclairage contrôlé. Et c'est très puissant si on est dehors et qu'il n'y a pas de soleil, quoi. Ça, en plein soleil, bien sûr que ça ne remplacera jamais un flash. Jamais. Et vous connaissez mon amour pour le flash. Mais Mais oui, c'est différent, vous c'est voyez, différent. complètement. Mais vous voyez que dans ces situations, ça peut suffire. Et surtout, bah, si vous faites de la vidéo, dans la vidéo, la lumière continue est évidemment bien plus appropriée que le flash. Et ça, en clip, quand je tourne des clips, je l'ai tout le temps. Et c'est très souvent ma lumière principale, en fait, ma key light sur le modèle. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose de très défini, il m'arrive très souvent de mettre ça sur le visage du modèle. C'est ma lumière de base. Tout le reste est très sombre, évidemment, parce que ça éclaire très peu large. Et Mhm. ensuite, bah, je crée tout mon setup autour de ça, quoi. Très bien, merci pour ta réponse. De rien. Euh, alors, est-ce que du coup, ce style Moody, on peut le faire quand il y a beaucoup de soleil? Bah, il va quand même. Alors, si vous regardez ce qu'on trouve sur Internet, oui, parce que du moment que vous relevez les noirs et que vous abaissez les blancs, on a tendance à appeler ça du moody. Mais en plein soleil, moi j'ai envie de dire que c'est un style qui peut parfaitement aller au contre-jour, par exemple, avec des photos un peu laiteuses comme ça, des photos un peu laiteuses. Si on relève les noirs, qu'on baisse les blancs et qu'on met un peu de grain, on va Ouais. avoir une photo typiquement moody, hein. Mm. Donc en fait, pour moi, il y a pas vraiment Ça va se jouer de. au traitement, quoi. Mm. Ouais, Je suis c'est vraiment un style qui se joue à la fois au traitement. Je trouve qu'une photo moody très percutante qui marche vraiment, c'est quand tous les, euh, les paramètres sont réunis, qu'on a une modèle qui a une expression forte, qu'on a une lumière qui augmente un peu ce truc-là, et puis qu'on a la retouche qui va bien, enfin le traitement, le développement qui va bien. Mais maintenant, après, on peut mettre un traitement dit moody sur globalement n'importe quelle image, hein. Il y a des fois où ça marchera mieux que d'autres, quoi. Très bien. Mais du coup, c'est intéressant. Tu parles du traitement. Ouais. Et donc, une question que moi j'ai pour toi, si jamais je voulais faire ce traitement et ce travail sur le color grading, mais que mon écran n'était pas calibré, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Bah, alors la calibration d'écran, c'est quelque chose qui est souvent assez mal compris par les gens. La calibration d'écran, c'est quelque chose qui va simplement vous garantir que vos couleurs sont justes. Un peu comme accorder une guitare en fait finalement. C'est ça. Ça vous garantit que votre écran vous affiche des couleurs justes. Si vous faites du print par exemple, bah, ça veut dire que ce que vous allez imprimer, ça va être ce que vous avez sur l'écran, pour peu que les profils soient cohérents avec l'imprimante et tout, hein, évidemment. Mais là où il y a la plus grosse interrogation, c'est qu'en fait,
vous allez maîtriser seulement votre chaîne à vous. C'est-à-dire que si votre écran est calibré, vous allez savoir que votre fichier est calibré et a les couleurs justes. Maintenant, si vous envoyez ça sur Instagram, que quelqu'un regarde ça avec un portable qui a le mode nuit ou qui a le mode un peu orangé pour les yeux là, et ainsi de suite, et ben, votre photo va s'afficher différemment chez quelqu'un qui n'a pas un écran calibré. En gros, ça vous garantit à vous que vos images sont bonnes, mais ça ne vous garantit pas un affichage parfait chez tout le monde parce que ça, c'est impossible. Parce que Ouais. ça dépend de ce avec quoi les gens regardent. Donc, si vous faites du print, si vous faites des jobs, si vous bossez pour des marques qui ont des codes couleurs très importants, genre imaginons qu'on bosse pour Coca, j'ai le droit de citer une marque ou faut que j'en cite 3 Hervé. Non, ça Imaginons que va, vous bossiez, ça va. oui, imaginons que vous bossiez pour Coca par exemple, vous leur faites une photo. Si le rouge sur la canette n'est pas celui qu'ils ont décidé eux-mêmes, vous allez vous faire recaler votre photo. C'est très important pour ce genre d'application-là, quoi. Mais et donc, si vous voulez simplement être certain que vos couleurs sont les bonnes, la calibration, elle est assez vite faite, hein, ça prend 2 minutes. Puis ça peut se mutualiser une sonde, mais ça, je laisserai Hervé en parler. Mais Ouais, c'est bien sûr. Non, c'est mais pas une faut le mauvaise dire, faut le idée. dire. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que dont vous allez vous servir. Et puis La, ensuite, bah, la ça peut. sonde, vous allez vous en servir une fois par mois, typiquement, pour calibrer chacun de vos écrans, et ça vous permet effectivement, comme expliquait Loris, de vous assurer que vous n'avez pas de grosses dérives, et donc que les réglages couleurs que vous appliquez, bah, c'est ceux que vous avez envie. Si votre écran, par exemple, était beaucoup trop bleu, trop froid et trop lumineux, bah, vous risquez de taper à côté de la plaque, comme tu disais, ce serait comme de jouer avec une guitare non accordée. Bah, tant qu'on est tout seul, l'influence n'est pas trop grosse. Par contre, dès qu'on travaille sur une série ou dès qu'on envoie son fichier à quelqu'un d'autre, bah, on peut avoir des dérives assez importantes et c'est dommage, quoi. Vous gâchez un peu votre travail. Et Mm. alors, pour les gens qui ont une petite lumière qui s'allume en se disant, bah tiens, si j'ai un écran calibré, ça sert peut-être à rien que j'ai un bon écran. C'est encore des choses différentes. Un écran, il va avoir une capacité de montrer euh, plus ou moins de choses, de contraste, d'espace colorimétrique, ainsi de suite. Alors, il vaut peut-être mieux un écran un peu moins bon, mais très bien calibré, qu'un écran bon et très mal calibré. Mais par contre, un écran bon et bien calibré sera toujours meilleur qu'un écran moyen et bien calibré, quoi. Voilà, c'est juste la petite au cas Et où. oui, oui. Et comme tu l'expliquais bien tout à l'heure, c'est aussi devenu beaucoup plus simple qu'il y a quelques Oui. années où c'était un peu un truc d'expert. Ça devient vraiment quelque chose de facile à faire. Il y a des presets qui sont bien foutus, qui donnent de bons résultats si vous voulez pas vous prendre la tête. Après, si vous cherchez la petite bête, vous pouvez aller ajuster carrément au candela près. Alors, Loïc Piel a tout à fait raison, on devrait normalement parler d'éclairement en lumen et non puissance en watts. Pour autant, aujourd'hui, bah, beaucoup de fournisseurs continuent à parler de puissance en watts pour les éclairages. Mais je suis terriblement d'accord avec lui parce Ouais, que, moi alors, aussi. je vais peut-être me faire engueuler, mais c'est pas grave. Je trouve que typiquement pour la Hobolight Mini, Ouais. parler des watts est quelque part peut-être Et- une erreur marketing parce que elle est bien plus puissante que ce qu'on peut imaginer, ouais. alors qu'on annonce qu'elle fait 20 watts. Mais par contre, elle est d'une puissance qui est vraiment en lumen, je pense. Or, j'ai pas les textes, enfin, j'ai pas tout sous les yeux, Je les ai les tableaux, mais c'est mais, difficile à mais lire, je sa vais pas les reprendre puissance, là. vraiment, moi, à chaque fois, elle impressionne tout le monde quand je l'allume. Et du coup, quand les gens lisent que ça fait 20 watts, ils disent, ah oui, 20 watts, c'est pas beaucoup. Et du coup, je ne sais plus comment s'appelle la personne qui a fait cette remarque, mais je suis extrêmement Loïc. d'accord. Loïc, je suis très d'accord avec toi. Il faudra arrêter de dire que ces lumières font 20 watts, mais montrer ce qu'elles font en lumen. Mais ça, Alors, malheureusement, c'est en compliqué. fait, les 20 watts, c'est juste d'un point de vue consommation. Du C'est coup, ça. comme elles consomment peu, avec la petite batterie, tu peux les utiliser facile 40-45 minutes à 100%. Donc, Mhm. souvent, tu as à peu près ça, un peu plus d'une heure si tu Ouais, il me semble. Alors si après, tu c'est délires là que c'est pas. drôle parce que je peux même pas te répondre et je la mets quasiment jamais à fond Oui, aussi. parce qu'elle est puissante. Après, à savoir que je l'utilise beaucoup en vidéo. En vidéo, les ISO natifs sont plus hauts qu'en photo, donc plus on monte les ISO, moins il y a besoin de puissance. Moi, ça, C'est ça. donc du coup, Et donc, forcément, en puissance lumineuse, ça a bien de la patate. Ça n'a rien à voir avec les premières LED qu'on a vues oui, sortir bien sûr. il y a 5-6 ans, qui étaient vraiment un peu mollassonnes. Et je trouve Et quelque puis, chose, comme hein, tu vraiment, expliques, j'insiste là. voilà, comme ça focalise, Ouais, bah, on peut vraiment, voilà, avec l'optique, on va pouvoir concentrer le faisceau lumineux, c'est ce que tu expliquais, c'est ça. pour l'utiliser en key light. Et en plus, toi, tu aimes bien ta technique habituelle d'utiliser les filtres colorés.
pour créer une deuxième une lumière sympa. Mais ça, c'est pas le style Moody, évidemment. Donc, question d'Aurore. Les modèles qu'il a utilisé, Loris, c'est la Hobolight Mini, qui est celle qui vient de vous montrer, et la Hobolight Micro, qui est toute petite, qui est bien pour la photo d'objet ou comme éclairage de complément, qu'il a utilisé sur la deuxième. C'est plus compliqué, ouais. Tu l'as utilisé sur la deuxième. Oui, c'est ça. Mais la micro, par contre, la photo où il y avait les reflets rouges dans les cheveux. La micro, elle est vraiment bien pour tout ce qui est photo, packshot et ainsi de suite. C'est ça. Les montres, les bijoux, tout ça, c'est parfait. Ouais, pour faire du portrait, c'est un peu plus léger, quoi. Là. Et donc là, ici, en fait, la Hobo ici, et puis l'autre, la micro qui est derrière de l'autre côté, bougez pas. Je dois avoir un backstage de ça, je pense. Voilà. Ça, c'est la petite, la micro. Donc, du coup, comme vous voyez, avec le filtre rouge devant. C'est ça. Et puis ça, c'est la mini qui est là. Alors, on voit, par exemple, vous voyez, hein, quand je vous dis que la micro, elle est vraiment bien pour remplir ou autre, la micro est à fond, elle est à 100%. Et on voit la Hobolight Mini n'est pas à 100%. Et on voit que ça remplit, mais ça surpasse pas, quoi. C'est vraiment une lumière qui est faite soit pour du remplissage, soit si on est en environnement purement contrôlé et qu'on peut monter en ISO, qu'on est dans le noir, et ainsi de suite, là, il n'y a aucun problème, quoi. Ça marche très bien pour les objets, pour la food, pour avoir des trucs un petit peu plus durs. Et puis par contre, c'est ultra transportable, quoi. Tu te rappelles l'IRC? Donc ça, c'est l'indice de rendu des couleurs, c'est la qualité de la lumière. Il est excellent, Vladimir. Hein, question de Vladimir. Je ne l'ai pas en tête. Regardez sur le site de Hobolight, vous avez les infos et on les a toutes vérifiées, y compris en labo. Si ça vous intéresse, il y a même un article qui a été publié par Patrick Lévesque qui est super chiant sur ce genre de sujet. Je dis ça, mais je l'aime, hein, Patrick, c'est mon ami. Mais c'est vrai que c'est quand il teste un produit, c'est au labo, quoi. Il va aller mesurer avec des appareils de mesure scientifiques pour vérifier que l'information du constructeur est réelle. Donc non, elles sont bien construites et en plus elles ont une bonne gueule, quoi. Donc bon, on n'est pas là pour parler que de ça. Donc l'IRC est très bon. Je l'ai plus en tête, mais regardez-le. Donc les lampes, on vient de les donner, Patrice. C'est donc la Hobolight Mini et la Hobolight Micro. La Micro, elle est plus petite. Pour l'étalonnage Moody. Donc pas mal de questions autour de grain. Tu parlais du grain tout à l'heure. Donc non seulement tu travailles sur les couleurs, mais tu rajoutes aussi un peu de grain. Le grain, mon écran est encore visible, je crois. Oui, oui, oui. Le grain, il est ici, là. Hop là, dans la partie effet de Lightroom. Et en fait, le grain, c'est vraiment ce qui va donner ce côté granuleux à la photo. Alors, faut pas en mettre trop, évidemment. Sinon, ça devient flou. Mais vous voyez, là, on passe sur une photo qui n'en a pas à une photo qui va en avoir. Et vous voyez, ça donne vraiment ce côté un peu matière. Bref, on n'est pas là de dire que ça émule le grain d'une pellicule, mais en jouant avec ces trois paramètres, on a de quoi avoir des résultats très différents, quoi. Vous voyez, là, c'est très serré. C'est un grain qui est très petit, puis on peut aller chercher des choses. Et en fait, le grain avec le cut dans les noirs, là, les deux mis ensemble, ça donne ce côté un peu vaporeux, granuleux qui marche très bien dans la photo Moody. Le grain, elle vend en poupe en ce moment. Hein. Et de toute façon, tout ce qui est sur Instagram, je cautionne pas tout le temps. Hein, enfin, quand je dis cautionne pas, j'ai pas valeur à décider ce qui est bien ou pas, mais là, je parle de mes goûts personnels. Je suis pas très très fan des photos qui sont trop délavées, mais on est vraiment dans cette mode photo un petit peu analogue, comme disent les gens qui aiment les anglicismes. Et souvent, on a un peu un abus de grain en ce moment dans la photographie. Ouais, mais c'est vrai que quand on regarde, ça donne une texture directement à la photo, quoi. Hein, ça rajoute quelque chose, quoi. Si, donc c'est là. C'est un chouette style. Attends, bien sûr. T'es pas obligé de faire que ça, mais Évidemment. si tu vas dans ce style, il faut y aller. Il faut mettre un peu de grain, c'est pas mal. Du coup, question, est-ce que tu vois une différence entre un style Moody et une photo low-key? Alors là, c'est pas pareil parce qu'une photo low-key peut ne pas être Moody du tout. On peut être sur des contrastes très appuyés parce que justement, en fait, une photo Moody, on va casser les contrastes. Si on regarde bien un histogramme de photo qui est très Moody, il va être hop là, où est-ce que j'en ai une? Voilà, il va être vraiment serré sur le milieu. Un histogramme de Loki, il va être collé à gauche, quoi. Et puis, si le Loki est bien réalisé, on va aussi avoir des infos à droite. Hein. Une photo Loki ou Loki, je ne sais pas comment vous voulez dire, n'est pas une photo sous-exposée. Et j'insiste encore une fois sur ce point. Bien sûr. Une photo Loki, c'est une photo qui a une majorité de tons sombres
au sein de sa photo, mais qui est quand même bien exposé et que ce qui est visible l'est bien, quoi. Donc du coup, le Loki peut être moody si on lui rajoute un traitement qui casse son contraste et qui vient avec cette histoire de courbe là chercher un petit peu quelque chose, mais ce n'est pas systématique, quoi. Grosse question, il y a au moins 10 personnes. Tout ce qu'on a là, vous pourrez le revoir. Ce soir, je prépare le message. Il part demain vers 18h, 18h30. Vous aurez un lien vers les offres spéciales dont on va parler, plus le lien vers le replay, la rediffusion de ce webinaire. Et donc, vous pourrez revoir la vidéo, puisqu'il y a des personnes qui l'ont eu la vidéo sans le son, d'autres, ils ont eu le son et pas l'image. Je ne sais pas pourquoi. Après, vous êtes plus de 400 à certains moments connectés. Bon, on n'a pas de raison. Moi, j'ai un ordi qui est un mouchard qui fonctionne très bien et j'ai vérifié que le son et l'image ont bien été diffusés. Donc, ils sont bien enregistrés. Par contre, est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à vous? Ça, on ne peut pas contrôler le tuyau que votre opérateur gère. Donc, oui, vous pourrez avoir accès à la rediffusion. Vous aurez le lien demain. Regardez dans vos emails, y compris peut-être dans le spam. On ne sait jamais. Ça dépend de l'adresse mail que vous nous avez confiée. Et il y en a pas mal aussi qui sont arrivés en retard, donc il y a des problèmes de transport. Mais vous inquiétez pas, vous aurez accès au replay, à la rediff. Question technique, peut-on calibrer un iMac? As-tu la réponse, Loris, ou souhaites-tu que je la donne? Bah, moi, j'aurais envie de dire que sur Mac, tu peux avoir des profils d'écran, donc oui. Bien sûr. En fait, Apple était le système d'exploitation était un des premiers à gérer les profils ICC. On peut tout à fait calibrer un iMac. Vous ne pourrez pas empêcher le fait qu'un écran calibré, s'il a une dalle brillante, puisqu'un iMac, parfois, il est brillant, bah, il restera brillant. L'idéal, ce serait, enfin, je pense que tu es d'accord, ce serait d'avoir un écran qui aille quand même vers du mat, légèrement satiné, pour pouvoir, et de bien le calibrer. Mais un iMac, ça vaut le coup de le calibrer, ça va nettement améliorer votre capacité justement à être précis dans vos couleurs s'il est calibré. Et ça se calibre très bien, il n'y a pas de souci particulier. Ça fait partie des légendes urbaines. Et je continue depuis maintenant 15 ans à avoir des gens qui me disent on ne peut pas calibrer un iMac. C'est faux, on peut tout à fait calibrer un iMac. Ça marche très bien. Et les nouvelles sondes sont même parfaitement adapté pour calibrer les dalles XDR des tout nouveaux MacBook portables qui sont des écrans ultra lumineux et donc qui sont pris en charge avec les nouvelles sondes, les Pro HL et les Plus HL. Bah, C'est le d'ailleurs, quota. on en voit de moins en moins, mais le piège ultime pour la retouche photo, s'il y a des gens qui débutent un peu ou qui sont essayez de voir votre écran, si vous bougez un peu la tête autour, s'il y a des variations, c'est que ça, c'est vraiment à proscrire pour la retouche. Je me souviens que j'avais un ordi portable, quand je l'ouvrais plus ou moins, tout le contraste changeait et si j'étais pas pile en face, j'avais pas le même résultat. Ces écrans-là sont vraiment à proscrire pour la retouche, c'est très compliqué de bosser avec. Bon après des Les fois on n'a écrans de pas le choix portable, en fait, malheureusement. ce sont des Ouais, dalles TN. C'est une technologie qui s'appelle donc la dalle TN, Twisted Nematics. Et effectivement, dès que tu changes l'angle, les couleurs changent. C'est une c'est catastrophe. ça et je me souviens enfin moi j'avais commencé sur un portable comme ça et c'était un casse-tête quoi. Et sinon, pour en revenir sur les dalles un peu plus mates, moi, où j'y vois aussi quelque chose, c'est pas sur la fatigue oculaire, hein. J'ai l'impression que ça me frite moins les yeux quand même, hein. Un écran mat, c'est plutôt travailler dans un environnement qui vous frite pas les yeux. Il y a un truc auquel on pense pas souvent, c'est l'éclairage ambiant quand vous travaillez. Des fois, on commence à bosser. Là, chez moi, en Lorraine, il fait nuit, il est à 16h, il fait de la nuit. Je bosse des fois toute la journée, puis l'éclairage commence à tomber. Et, et du coup, il y a des fois où je me rends compte que j'ai vachement mal aux yeux parce qu'en fait, je suis dans le noir et l'écran me pète les yeux. Et en fait, n'hésitez pas à mettre un éclairage qui est adapté autour de vos écrans. Je crois qu'il y a une marque qui fait ça, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, qui fait une lumière qu'on met derrière les écrans pour Hmm. juste rehausser. Moi, des fois, je mets ce qu'on appelle une minette. Je mets une simple minette derrière mon écran qui éclaire un peu le mur, quoi, pour en Moi, fait avoir un éclairage ambiant, quoi. petite lampe lumière du jour, toute simple, Ouais, ouais, sur laquelle tu peux justement en plus choisir ta température de lumière, c'est ça. et en éclairage indirect par contre, hein, Ouais, là, toujours. l'idée, c'est pas que ça vous éclaire vous, hein. Moi, j'éclaire le mur derrière mon écran, par exemple. Oui. Et pour avoir juste un peu moins de contraste visuel avec l'écran, quoi. Ça aussi, Alors, voilà. question de David, mais du coup, il ne faut pas toucher à la luminosité. Ben oui, quand vous calibrez, vous réglez votre écran avec une luminosité, en fait, nous on parle de luminance, c'est la quantité de lumière émise par l'écran qui est donnée,
Si vous commencez à jouer sur la luminosité de votre écran, vous perdez votre profil. Donc, c'est pas une bonne idée. L'idéal, c'est d'avoir un environnement lumineux, comme l'explique Loris, qui soit faiblement éclairé. Typiquement, il faut qu'on soit dans la pénombre. Il faut voir son clavier, sa souris, en gros, avec une lumière indirecte pour pas vous niquer les yeux, comme il dit. On va viser en calibrage quelque chose d'assez faible en termes de candela par mètre carré. Donc, par exemple, 100 candela par mètre carré. C'est pas énorme. On va faire son calibrage avec ça. On va essayer de rester sur ce type de réglage. Ça veut dire que si vous êtes dans une pièce et que il y a beaucoup de soleil dehors, vous tirez les rideaux, etc. Tout autre changement, vous risquez en fait d'avoir des réglages qui vont vous créer des écarts quand vous faites votre travail de retouche. Alors après, moi je suis pour le calibrage, hein, c'est un truc que je fais, mais c'est un truc qui au début peut être très déroutant. Il se peut qu'une fois que votre écran est calibré, vous ne reconnaissiez presque même plus les photos que vous avez fait avant. C'est un coup à prendre. Moi, il y a un truc que je conseille, on est quand même dans une vibe qui est très Instagram, très web, même si ça peut paraître un peu contre-productif. Déjà, on en parlait avec Hervé, si vous ne faites que du travail web et que vous avez que des clients qui vont regarder ça sur des iPhones et compagnie, mettez peut-être votre écran à 100, 120 plutôt que 100. 120 candela, 6500 Kelvin, c'est un bon réglage, par exemple. Voilà. Et surtout, moi, il y a un truc que je fais, mais c'est complètement fou, hein, vous allez me dire. Je traite mes photos sur des écrans calibrés et ainsi de suite. Mais avant de poster sur Insta, j'aime bien me l'envoyer sur mon téléphone pour voir ce que les gens vont voir. Oui, bien sûr. Complètement. Parce que j'ai beau avoir un fichier calibré, mon iPhone, il m'envoie quand même beaucoup plus de contraste. Enfin, c'est pas un iPhone que j'ai mis, mon téléphone m'envoie quand même beaucoup plus de contraste. Et des fois, il m'arrive à adapter. Et ça, c'est un truc que font les graphistes pros et tout, mais qu'on n'imagine pas. Ils font un fichier pour chaque utilisation, quoi. Bien sûr. Et du coup, Pour la photo aussi, si ton fichier, tu le prépares pour le faire tirer chez un tireur d'art, tu vas pas le préparer avec le même profil en fait au départ. Mais bon, on verra ça peut-être dans un autre webinaire. Là, on est sur les portraits maudits, sur le côté prise de vue. On a déjà parlé d'éclairage, je ne veux pas tout mélanger. bien Mais sûr, oui, évidemment. donc ce que je disais qu'un bon éclairage, si votre photo elle a pour vocation à être diffusée sur Insta, sur les réseaux sociaux, vous allez travailler à 6500 et 120 candela. En préparation d'un fichier pour un tirage d'art, parce que vous faites une exposition dans une galerie, vous allez travailler à 90 candela par mètre carré et à 5500 Kelvin. C'est pas du tout le rendu écran sera pas le même, mais en faisant ce réglage-là, vous pouvez simuler la sortie papier et regarder ce que ça va donner avec un papier Canson, un papier Anemule, un papier d'une autre marque, et vous pourrez voir à l'écran, en gros, la tête que ça va avoir. Vous pouvez même voir quels sont le rendu de certaines couleurs, notamment dans les traits sombres et dans les traits clairs, et ce que ça passe sur ce papier. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir soit d'adapter votre fichier pour qu'il s'imprime comme vous le voulez, notamment avoir des vrais dégradés et pas d'aplats, ou vous pouvez choisir de changer de papier. Par exemple, de prendre un papier qui va plus vers le brillant, donc un satiné ou un brillant, qui permet d'imprimer des noirs plus profonds. Ça, c'est des sujets qu'on peut traiter ou qu'on traite dans certains ateliers qu'on fait ou d'autres Après, formations. Mais surtout s'il y a des pas gens qui paniquent parce qu'ils n'ont rien compris à tout ce qui vient de se dire au niveau candela et ainsi de suite, si vous avez des tirages importants à faire, n'hésitez pas non plus à vous mettre en relation avec quelqu'un dont c'est le métier, qui est un bon tireur et qui saura vous conseiller, quoi. C'est bien aussi des fois de demander conseil, quoi. On peut ne pas tout savoir faire soi-même. C'est bien de se former, mais on peut aussi. absolument. Voilà. Alors Pierre-Alain nous indique que lui, il a une Display Plus HL là, dans les sondes et qu'il est très content des résultats avec son MacBook Pro qui est récent. Et je confirme que les résultats sont au rendez-vous, même sur les tout derniers modèles d'écran. Parce que s'il y a des tout nouveaux modèles d'écran haute luminance qui ne sont pas faciles à calibrer, le logiciel est simple et les nouvelles sondes permettent de le faire. C'est important de le savoir. Mickaël nous indique, et ça c'est hyper important, donc c'est pas vraiment une question, mais c'est une réflexion. Le calibrage usine des fabricants, lui il cite Apple, mais ce serait pareil avec ESO, avec BenQ. C'est très utile pour tester l'écran en fin de chaîne, mais c'est pas pour autant que quand il est installé chez vous, il ne faut pas le recalibrer en fait. Le calibrage du fabricant, c'est un test de qualité en sortie de chaîne. Ce n'est pas l'ajustement
à votre environnement lumineux. Et donc, en fait, une fois que vous l'installez la première fois, il faut calibrer votre écran, il faut le recalibrer, même s'il a été calibré en usine. Parce qu'il y a aussi des écrans qui sont faits pour être flatteurs, hein, que quand tu les vois tous les uns à côté des autres dans les magasins, tu dis, bah tiens, lui, il est mieux. Alors qu'en fait, il est juste un petit peu boosté au C'est niveau de la saturation. c'est fait exprès, en fait, hein, parce Bah que oui. beaucoup de lumière et beaucoup de bleu donnent une image plus flatteuse. Et c'est marrant parce que ce que tu nous montres en photo Moody, c'est pas ça du tout. C'est justement d'aller plus sur quelque chose, comme tu disais, qui suscite une émotion, un côté un peu, je vais pas dire vintage, c'est pas tout à fait ça, mais qui en tartine pas justement avec du bleu et de la paillette, quoi. Ah bah sûr que les photos Moody, au niveau signal, elles sont vachement écrasées, hein. Ouais. Donc c'est sûr. Ouais. Et donc c'est cohérent, tu vois. Il y a une recherche de quelque chose qui parle de ce point de vue-là et qui n'en rajoute pas des tonnes. Tu vas pas Mm. rajouter du doré, du Ouais, ouais. brillant, des paillettes dans tous les sens. Donc très bien, on a couvert tout ça. J'avais promis qu'on parlerait des offres spéciales. Donc partenaire de cet événement, Digit Photo, qui diffusent d'ailleurs dans toute l'Europe, même s'ils sont basés près de Metz, donc tu les connais, hein, tu es déjà allé Ah, dans je la les connais boutique, très bien. Ah tu les oui. connais très très bien. Et donc, Digit Photo, dans le cadre de ce webinaire, fait une offre spéciale qui dure jusqu'au 12 décembre. Je vous l'enverrai avec le lien précis vers les pages de Digit. Vous aurez ça dans le message de demain. Mais en fait, sur les produits des sondes Calibrite et sur tous les produits Calibrite, comme les chartes aussi. Hop, bon sens. Ils vous font 10% de remise avec un code qui s'appelle webinaire 10. Mais je vous enverrai le lien. Webinaire 10, vous avez 10% de remise sur tous les produits Calibrite. Vous avez aussi, avec le même code, 10% de remise sur tous les produits Obolite, qui sont les éclairages que nous a montré Loris. Donc ça, c'est valable jusqu'au 12 décembre. Vous avez une semaine. Et en plus de ça, il y a une offre particulière sur, mais là, c'est juste les sondes Calibrite Pro HL et plus HL, où vous pouvez avoir un disque dur d'1 Tera offert en plus. Il faut remplir un petit questionnaire, il faut payer, je ne sais plus, 7 € et des poussières de frais de port, mais ça vous permet d'avoir un disque dur de 1 Tera en plus des 10% de remise. Et ça, l'offre avec le disque dur d'1 Tera, c'est valable jusqu'au 31 décembre. Voilà, ça c'était la page de pub, on vous embête pas trop là-dessus, sauf s'il y a des questions sur le matériel. Michel Lacroix nous dit qu'il est preneur d'un webinaire sur les papiers. Il n'y en a pas tout de suite, mais c'est quelque chose il faut le demander à, à votre marque de papier préférée. Moi, j'aurais plaisir à le faire pour eux. On est là, on peut. Il faut juste trouver une marque qui paye la prestation, c'est tout. Mais il y a plein de possibilités. Alors, Hervé Accard, vous dites que j'ai pas répondu à vos questions. Je comprends pas vos questions. C'est quoi les deux couleurs? Lumière blanche Ah, ou lumière jaune? Ah, le bicolore, parce ah, que c'était alors, ouais. une LED bicolore. En fait, c'est Je vais un vous réseau de montrer. LED qui utilise deux réseaux qui sont côte à côte, de petites LED, et il y en a qui Je suis sont en train de le faire en direct, là, regarde. plus vers le jaune et d'autres plus vers le bleu. Et donc, en les équilibrant, on peut utiliser toute une plage de température de couleur pour cet éclairage. Donc là, c'est une lumière qui est plus froide et qui peut aller au. Voilà. C'est Voilà, avec la on peut même aller lumière, sur en le fait, jaune avec ou rouge. la même light. Ouais. C'est Et un. donc, Hop et ça, là. c'est sans les filtres de Ouais, couleur qu'on ça peut la mettre aussi rajouter au-dessus. en plus de ça. Ouais, on voit pas parce qu'il essaie de Voilà. Ça, ouais, c'est en fait les Kelvin, là. c'est ça, Et on peut aller. bicolore pour les LED, ça permet de faire ça. Donc là, on est sur le produit Obolite. Celle-là, c'est la Voilà. Obolite Mini, hein, c'est ça? Ouais, c'est la mini, ouais. Elle va de 2700 à 6005 de mémoire. Ah, c'est ça, 2700 à 6005 Kelvin. Voilà, ça permet en fait d'adapter la balance des blancs sans mettre des fils CTO ou CTB devant, ce qui est globalement assez pratique, quoi. Alors, il y a un très bon atelier sur la calibration sur un para. Bah oui, je crois que c'est celui que j'avais fait avec Antonio. Il peut y en avoir d'autres. Donc le calibrage, de toute façon, c'est un sujet qu'on aborde souvent. Vous verrez d'autres webinaires. Je vous mettrai les liens sur les webinaires précédents. Là, moi, je voulais savoir s'il y avait d'autres questions.
apposer à Loris, soit sur ton style, parce que tu as fait souvent aussi, puisqu'on parlait de bicolore, des éclairages en portrait ou sur d'autres sujets où tu utilises volontairement deux sources de lumière avec des couleurs complémentaires. Ça, oui, bah ça, ça on fait. Est-ce que j'ai ça dans le coin là? Je vais regarder si j'ai ça dans le coin. Ouais, ça c'est un autre style, on pourra en Non, c'est pas parler. grave, on en parle comme ça, tu n'es pas obligé de le montrer. Bah oui, mais je dois bien en avoir quelque part, hein. Mais ouais, jouer avec la couleur, pour moi, hein, ça peut se retrouver dans le Moody, hein. Il y a des photos Moody aussi où il y a des virages colorés, soit qui sont faits à la prise de vue avec des gélatines, soit qui sont faits au traitement avec les courbes, comme je le montrais. Les deux existent, hein, mais moi, c'est un truc que j'aime vraiment bien. Je suis quelqu'un qui, autant quand je suis en train de faire des reportages et tout, j'aime le côté vrai, quand je fais du mariage, par exemple. J'aime le côté un petit peu sincère de la photo, mais Oui, autant quand je fais du travail perso, c'est vrai que là, le côté naturel m'importe quand même très peu. Quand je fais du travail perso, c'est vrai que je mets très souvent des gélatines, je mets très souvent des virages de couleurs dans mes photos, et c'est vraiment ce qui est une constante de mon style, quoi. ouais, C'est mais on le vraiment, retrouve, tu vois, même en style maudit, tu l'avais genre avec ça, le. par exemple, c'est typiquement mon style de photo, hein. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, ces côtés chaud, froid et ainsi de suite là. C'est vraiment un style que je pratique énormément et que j'aime beaucoup, quoi. C'est un type de color grading aussi, d'ailleurs. Et ah oui, oui, bah après là, moi je bosse quand même beaucoup hop là, je bosse quand même beaucoup à la gélatine, hein, mais tout ce genre de photos, moi c'est vraiment un truc que j'aime, bah, les contrastes colorimétriques. Là, on n'est pas sur soit on les met en opposition, c'est-à-dire qu'on met couleur chaude, couleur froide, soit on les met plutôt en addition, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu tout le même côté de la roue colorimétrique, mais ouais, c'est un truc que moi j'aime bien. Mais ça, on en parlera un autre jour. Oui, on revient sur l'éclairage body. Donc, Valentin, lui, il aimerait que tu nous remontres l'utilisation des courbes rouges, vert et bleu. Ah, Bon, les je crois fameuses que tu là, l'as là, montré un peu tout à l'heure, mais ça juste là. une petite directive de En ta fait, part. alors, il y a plusieurs façons de teinter une photo, hein. Mhm. Parce que là, c'est vrai que même si je les coupe, elle est quand même teintée. Il va y avoir cette histoire de courbe là. Au niveau de la courbe, si vous regardez bien, ici vous êtes en blanc. Ça, c'est une courbe qui va gérer tout votre spectre en fait, toutes les couleurs à la fois. Donc en gros, ça va gérer la luminosité. Vous avez ensuite, par la suite, le moyen de gérer. Je vais le faire sur une photo qui est neutre, ce sera plus simple. Vous aurez ensuite le moyen. Vous voyez ici, on voit la Light. Vous aurez ici un moyen de gérer les courbes, mais par couleur. C'est-à-dire que là, en fait, je vais jouer sur du contraste colorimétrique. C'est-à-dire que là, si je suis ici, en gros, ça va être ma luminance de toute la photo, les tons sombres vers le bas, les tons clairs vers le haut. Mais si je vais commencer à toucher dans les roues par couleur, je vais augmenter là le sombre, mais le rouge dans le sombre, rouge d'un côté, bleu de l'autre. Elles sont toujours par deux couleurs, hein, les courbes. Et là, je vais pouvoir commencer à avoir une nouvelle fois une nouvelle façon de jouer avec les couleurs. Il y a trois courbes qui existent, qui sont rouge, vert et bleu. Le rouge, il va du rouge au bleu. Le vert, il va du vert au magenta ou au violet, comme vous préférez. Et puis le bleu va du bleu au jaune. Ouais. Et on peut vraiment aller chercher, c'est-à-dire que là, si je veux aller teinter que mes hautes lumières, je vais aller chercher que mes hautes lumières et je peux les teinter plus ou moins. Vous voyez. Donc ça, c'est une des façons de teinter une photo très finement, mais c'est pas complexe, mais on s'y perd vite. Si jamais je réinitialise tout, ma photo devient normale. Ici, j'ai donc les roues colorimétriques. Là, c'est plus simple. Je vais pouvoir teinter de la couleur que je veux, toutes les ombres d'un coup. Vous voyez, tout ce qui est sombre. Regardez à quel point ici, ça bouge pas trop. Vous voyez, le visage, il est quand même préservé. Parce qu'en fait, c'est des hautes lumières. Et si je veux bouger le visage, je vais bouger ça. Et vous voyez qu'en bougeant ça, mon fond et mon manteau ne changent pas trop. Parce qu'en fait, ça n'affecte pas les basses lumières. Donc ça, pour moi, c'est quand même la façon la plus simple d'aller teinter assez vite une image. Et ce côté un petit peu, ouais, mélancolie, j'aime bien avoir un peu. Moi, j'aime bien avoir les tons chers un peu vert-jaune comme ça. Et puis après, bon, c'est très facile d'aller chercher un contraste avec une courbe. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est visuel, quoi. Mhm. On peut vite aller chercher une ambiance. Et vous voyez qu'on peut créer des ambiances totalement différentes d'une seconde à l'autre, hein. Ça peut être plus ou moins typé. Et en fait, hop, si vous cliquez là, vous avez
voyez que ça change radicalement quand même l'image, hein. Et ça la dénature pas trop, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas quelque chose qui va vous altérer la qualité, c'est vraiment que de la couleur. C'est pour moi, c'est un des outils principaux que j'utilise. Et après, il y a encore en plus poussé le TSL qui, lui, en fait, va agir par teinte. Et vous pouvez choisir, en gros, la couleur de la teinte. C'est-à-dire que là, le jaune, attendez, on va trouver une couleur qu'il y a dans l'image. Voilà, Oui. le orange va être plus ou moins tiré vers le rouge ou vers le jaune. Donc là, c'est la teinte de la peau. La saturation, pour saturer plus ou moins une couleur, vous voyez, ça sature qu'une couleur et pas l'autre. Ça, Mm. c'est vraiment sur l'orange. Et la luminance qui va en gros gérer la, la luminance, hein, de cette teinte. Ça aussi, C'est- c'est quand même très, très, très utilisé pour. Sur Instagram, quand vous avez un ciel bleu et que vous le voyez un peu bleu cyan comme ça, bah ça se fait ici. On tire ça on tire la luminance de ça ou on tire justement la, la teinte du bleu vers ici. Je vais essayer de trouver une photo qui a un ciel bleu, je sais pas si j'en ai une. Mais tous ces outils-là, ils ont tous une utilité qui est un peu différente. mm. Et on n'est pas obligé de tous les utiliser à la fois, quoi, Ouais. sinon ce serait un peu la Le TSL, donc c'est système teinte, saturation, saturation, luminance. luminance. Ça permet de travailler une couleur ou plusieurs, hein, si on utilise plusieurs des trucs, spécifiquement sur ces trois facteurs-là. Et donc système TSL, c'est assez courant pour le travail sur faire ressortir ou au contraire atténuer une teinte en particulier. Question de hardware sur les produits Obolite, est-ce que les accessoires de la micro peuvent se monter sur la mini? Je crois que non, c'est pas fait pour, Non, c'est pas les mêmes c'est pas dimensions. la même monture, ouais. Mhm. Le pied, le filetage du pied, c'est quoi? C'est un filetage Il y a les classique, deux. quart de pouce? Ah, Il il y y a a les les deux. deux. Bon, Ouais. bah, il y a les deux. Alors sur la Voilà. mini, je parle que de la mini là pour le moment, mais Ouais, en sur la fait la mini, mini c'était elle est en ça. kit. En fait, on est sur une marque qui a quand même proposé un truc assez chiadé, j'ai envie de dire. Et ça, c'est assez agréable. Si vous voulez, en dessous, on a une sorte de monture comme ça, qui Mhm. ressemble à une Veloc, mais qui n'en est pas une. Et en fait, c'est carrément livré avec deux filetages différents, quoi. Vous voyez, il y a deux. Allez, petit, il a envie de faire que sur mon visage. C'est une Ça. caméra pour mégalo, tu sais. Genre, je veux montrer autre chose que moi, la caméra, s'il te plaît. Voilà. Et en fait, voilà, il y a deux filetages différents avec petit, j'appelle ça petit et grand, tu m'excuseras pour mon. Voilà. Non, mais c'est les deux filetages classiques, le quart de pouce et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Donc c'est livré avec les deux, c'est livré avec des volets, c'est livré avec une boule qui diffuse, c'est livré avec un chargeur, c'est livré avec la Waouh, waouh. Il y a un souci de son là, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Ça peut arriver de fois, ça peut arriver de fois, de fois. T'as touché quelque chose? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. T'as pas le micro qui fatigue. Oula. Encore? Ah, c'est pas bon du tout, hein. Attends. Moi, j'ai rien tout fait. Tu veux t'en réallumer? Ah, c'est une catastrophe là, le son, Loris. Je pense que débranche, rebranche ton micro si tu veux bien, ou fais un on-off, off-on. C'est Là, exactement ce c'est que je viens de faire. Est-ce que ça marche? C'est réglé? Normal? c'est limite, c'est de baisser sa sature à mort. Ah bah non, parce que moi, j'ai rien changé. Ah, c'est revenu bien. Ok. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est. J'ai coupé, j'ai Alors, remis. question de Aurore. Les éclairages que tu nous as montrés peuvent-ils être utilisés pour des événements dans des petits espaces, donc des petits spectacles, des vernissages, ou seulement pour des images de proximité? Bon, est-ce que je pense pas que ce soit fait pour de l'événementiel. Enfin, ça va revenir cher, quoi. C'est surtout fait pour, Donc, comme il l'a utilisé, Loris, c'est-à-dire vous allez la positionner assez proche du sujet, un peu hors champ. La lumière, elle est assez focalisée. Donc, euh, toujours pareil, si c'est pour éclairer un visage, un objet, très bien. Mais un événement, non. C'est moins une est-ce que lumière vous d'ambiance. connaissez, vous savez à quel point j'aime parler du matériel, mais à quel point je n'essaie jamais de vendre du matériel à tout prix. Si c'était imaginé, par exemple, pour mettre en valeur un buffet ou chose comme ça dans un événement, il y a beaucoup plus approprié et beaucoup moins onéreux pour ce genre de choses, quoi. Mais j'ai jamais peur de prendre ce genre de position quand je parle de matériel, hein, parce que ça me paraît important, quoi. Alors après, oui, c'est très beau visuellement, ça a une très belle gueule, mais je pense que s'il en faut 5, 6, 7, 8, ça va vite chiffrer pour mettre en valeur un buffet, quoi, ou autre chose. Oui.
Ah oui, surtout, il y a d'autres solutions. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que tu expliquais, c'est ce côté focalisateur qui permet, alors quand vous avez un Ouais. sujet justement à mettre en valeur, qui peut être un objet, un portrait, c'est plutôt très efficace et agréable. C'est agréable de travailler avec. C'est pour ça que tu avais bien aimé, quoi. Enfin, parce que d'abord, Loris, il l'a testé, puis il a pas voulu nous rendre les produits, en fait. Alors, je les garde. Et alors, c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour la Mini. Et je le dis d'ailleurs, ça, c'est un truc que Ouais. pour les gens qui se demandent un peu comment ça se passe, on m'a envoyé le matériel que je devais rendre et on m'a envoyé la Mini et puis la plus grosse. Et j'ai dit que c'était du très très bon matériel. Enfin, d'ailleurs, ma vidéo sur YouTube le dit très clairement. Mais j'ai dit, par contre, la grande, je vous la rends avec grand plaisir. Mais faites-moi une offre, je garde la petite. En toute transparence, ça Bah s'est oui. passé comme ça. Ouais. Et après, comme tu l'expliques, pour des éclairages entre guillemets d'ambiance autour d'un événement, il y a des tas de solutions pour avoir de la lumière avec des budgets Oui, différents. Ça peut être des panneaux de LED. Enfin, il y a plein de solutions. Ce sera ouais. pas la même chose. C'est plus, voilà, on cherche à créer une ambiance. Question un peu technique, si tu veux, j'y réponds. Est-ce qu'il y a des bonnes solutions en écran 24 ou 27 pouces à conseiller? Oui, Ah bah, le alors roi de toujours l'écran, pareil. c'est toi, hein. On a parlé du calibrage, donc c'est très important. Il y a des très bons écrans 24 et 27 pouces. Pour moi, trois choses à prendre en compte. La dalle, prenez une dalle IPS, pitié, les autres technologies, c'est à côté de la plaque, qui couvre au moins 99%, allez, au moins 98% d'Adobe RVB. Donc déjà, ça va limiter à 5 marques. Ne prenez pas d'écrans qui sont super bons et qui ont des très bonnes notes pour le jeu vidéo. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes critères. Vous faites de la photo, vous n'êtes pas là pour shooter des aliens ou des je sais pas quoi. Vous shootez des photos. Et donc, DALI PS, couverture à 90, à 98% de l'espace Adobe RVB 98, si possible. Une finition mat, comme le dit Loris, en plus, ça réduit votre fatigue oculaire. C'est pas un gadget, parce que quand vous faites de la retouche, on le sait, vous êtes des photographes, vous allez rester 8 heures à faire votre série. Vous êtes le nez près de votre écran. Une dalle mat, un écran bien calibré, avec ces réglages-là, c'est pas mal. Les marques, vous les connaissez. EIZO, si vous avez le budget. BenQ, c'est le Challenger, et souvent des superbes offres. Il y a des très bons 27 pouces là, qui viennent de sortir. Et puis, il y a trois autres marques, donc Dell, Asus, ViewSonic et encore ViewSonic, on en revient, qui ont des offres intéressantes. Mais faites très attention, prenez des écrans photo. Très souvent, toutes ces marques peuvent avoir des écrans, même ISO, qui ne sont pas de qualité photo et qui ne couvrent pas l'espace Adobe RVB. Donc, vous les aurez moins chers, mais ils ne vont pas couvrir toute la gamme de couleurs sur laquelle vous pourriez vouloir travailler si vous êtes photographe, quoi. Donc, c'est dommage. Pour la vidéo, vous pouvez aller vers du 4K. Pour la photo, c'est pas la peine de se mettre sur le 4K, sauf si vous faites de la photo et de la vidéo comme fait Loris, et toi, tous tes écrans sont 4K, parce que c'est cohérent par rapport Mais à ta manière de travailler. Ça va si je dis ça? Donc, Valentin propose que le prochain webinaire, tu fasses en mode Robocop, vu le son qu'on avait tout à l'heure. Tu as eu aussi alors, c'est un truc qu'on me dit C3PO plusieurs sort de fois et ce corps. je crois que c'est l'Athème qui en a marre des fois. Quand ça m'est déjà arrivé, à chaque fois j'ai redémarré le micro, ça a marché. Mais c'est des micros que je prends sur plein de trucs, mais c'est quand je mets un Athème. Je pense qu'au bout d'un moment, l'Athème, il me dit qu'il a faim. On l'a fatigué. Hobolite, c'est Hobolite pour Yann. Et Francine dit, est-ce qu'on paye beaucoup le design de l'objet? Franchement, on paye peut-être un tout petit peu, mais c'est agréable d'avoir un bel objet. Et oui, il y a des volets qui sont Alors, livrés. moi, sur la Mini, je pense que, et tu me connais, je Hmm. suis très droit. Sur les grosses de la marque, peut-être un petit peu. Tu payes le côté Hasselblad de l'objet. Mais par contre, la Mini, et c'est pour ça que j'ai insisté pour la garder, et pour moi, elle n'a pas vraiment d'équivalent, vraiment grâce à ce Fresnel, enfin ce truc qui focalise intégré là. Donc, moi, j'ai vraiment eu ce coup de cœur hein, pour la Mini. Et je trouve que là, moi, je la vois comme une lumière à part qui non seulement est jolie, mais qui surtout m'apporte un truc que les autres ne m'apportent pas. Et donc moi, pour ça, je trouve que pour celle-là, je trouve le tarif bah, cool. Bon, après, je suis professionnel, hein. Moi, il faut savoir que
mes lumières, je les rentabilise, elles passent dans mes frais. J'ai pas la même vision que quelqu'un qui fait ça pour le plaisir. Mais Ouais. moi, la Mini, Voilà. Je suis pour sur moi, elle se suffit elle-même, quoi. le site de Digit Photo et la Hobolight Mini, elle est à 342 euros. Torche LED bicolore standard, kit 20 watts. Donc c'est le kit avec les Ah ouais. gélatines, les volets, etc. Et vous avez 10% de remise dessus jusque la semaine prochaine. Mhm. C'est pas un truc de luxe Non, non plus, celui-là est c'est assez un outil de équilibré. travail. Alors, oui, on n'est pas sur de l'entrée de gamme, hein, parce que tu as des marques d'éclairage qui commencent à être Oui, très agressives sur la LED. Mais celle-là, elle a vraiment son truc à elle, je trouve. Après, oui, elle est belle, bon, ça, ce n'est pas pour rien gâcher, quoi. mm, tout à fait. Mais regardez, faites vos courses. Nous, on n'est pas là pour vous dire une marque plutôt qu'une autre. Simplement, quand il y a un produit qui est sympa et qui s'utilise bien, bah, on aime bien le partager avec vous. Je pense que on est plus, vous le savez, on est sur cette logique-là. Voilà pour ça. Alors, je regarde les autres questions. Quelle configuration d'ordinateur pour bosser avec Lightroom maintenant? Bah, Olivier, typiquement, vous pouvez avoir un portable et vous rajoutez justement un écran 24 ou 27 pouces en complément. Pourquoi? Parce que le portable, vous allez le calibrer, mais vous ne traiterez pas vos images sur l'écran du portable. Vous allez vous en servir de ce portable comme un book pour montrer votre travail. Mais tout le travail de retouche un peu avancé sur vos photos, vous les affichez sur le deuxième écran, un 24 ou un 27 pouces. Ça, c'est une des configs les plus agréables aujourd'hui pour les photographes qui se déplacent même une fois par semaine, quoi, parce que un portable, Ouais, c'est pratique pour ça. ouais. Il y a un truc que moi je fais beaucoup. Moi, je fais beaucoup de workshops sur Paris. Mm. Et donc, forcément, sur Paris, là, j'ai une tour avec moi. Mais sur Paris, je prends pas ma tour avec. Et j'ai un petit MacBook R M1. Depuis qu'il y a les puces M1, même les plus petits, le R, ça suffit largement pour Lightroom. Et en fait, moi, je travaille maintenant avec un système de disques durs qui sont des SSD qui sont très rapides parce que déjà, bon, je trouve que Apple, le prix de leur disque dur interne, c'est vraiment abusé. Donc, je prends celui qui a pas beaucoup de mémoire et je travaille que sur disque dur externe. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets mon catalogue Lightroom sur un disque dur. J'ai un catalogue par disque dur. Donc, quand je suis sur Paris, je shoot, tout va sur le disque dur. Je peux retoucher déjà un peu dans le train si je veux m'avancer le travail. Mais après, une fois que je rentre chez moi, j'ai un hub en fait qui est bon, qui coûte un peu cher, mais qui est très qualitatif. Et j'ai un hub sur lequel je peux mettre deux écrans. Et du coup, bah, je me retrouve avec mon. Bah, je peux essayer maintenant qu'on m'a assez vu, je peux vous montrer. Hop là, hop, hop, hop. Et tombe, c'est par là-bas. Voilà. C'est ce petit hub là qui est caché par ma Mhm. tasse de café. Et en fait, une fois que j'arrive chez moi, bah, je glisse mon MacBook dans cette fente-là. J'ai mon hub ici qui reprend les mêmes écrans que mon autre système. J'ai un switch qui me permet de passer du MacBook. Et en fait, bah, mon MacBook devient une tour, quoi, sur laquelle mes écrans sont calibrés aussi, et ainsi de suite, et ça roule tout seul. Voilà. Donc maintenant, de plus en plus, hein, un Si tu petit veux, à ce moment-là, MacBook, cache ton écran parce que quand tu montes le hardware comme ça, les gens l'auront en plein écran. Tu vois, ah, tu je peux caches faire l'écran ça? avec ta photo, ouais, et comme ça, ils vont t'avoir en grand. Ouais, t'apparais plus grand comme ça. Voilà, Et en parce fait, que c'est vous ne ça, voyez pas j'ai un bien. hub. Bon, ce hub-là, il coûte un peu cher, mais le Oui, hub bah là, oui. c'est le seul qui peut me mettre deux écrans sur un MacBook. Mais sinon, voilà, après, c'est de la, chacun fait comme il veut avec ses besoins, quoi. Voilà. Est-ce Mais que tu donc oui, utilises des avoir un petit filtres? PC, Ouais. Est-ce que tu utilises des dis-moi, filtres pour shooter? des filtres, c'est-à-dire Je pense plus sur ton quel type? optique. Alors, Alors, oui, Black bon, Minis. le filtre ND en vidéo, très Hmm, souvent. hmm. Voilà. Maintenant, tout ce qui est Black Mist et compagnie, de plus en plus, j'adore avoir des filtres un peu créatifs à mettre devant à mettre devant l'objectif. C'est un truc que je fais assez souvent sur, sur mon Insta. C'est un truc qu'on voit assez souvent. Euh, bougez pas, ne bougez pas. Je vais vous montrer ça. Et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup parce que ça me permet encore une fois bah, moi, le côté originalité, j'aime bien quand même, hein. Je dis pas que j'invente des trucs, mais j'aime bien explorer des choses quand même. Mhm. Et, de pouvoir mettre des filtres devant l'appareil, ça permet d'avoir ce genre de rendu, quoi. Ça, c'est de la lumière. On voit mon écran ou pas là? Non, Non, pour je vais pas l'instant, tu le partager. partages pas. Vas-y. Voilà, très bien. Ça, c'est quand même, ça, c'est un filtre que je mets devant l'objectif, par exemple. Celui-là, Mhm. là. Je vais vous en trouver un autre. Je vais juste enlever, pas qu'on ait un truc qui apparaisse dès qu'on dès qu'on se passe engueuler par. Hop, où es-tu? Je vais vous en trouver, ça va aller assez vite, ne vous inquiétez pas.
Mais ouais, ouais, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça, par exemple, il y a un filtre mist là-dessus. C'est vraiment ce Mhm. filtre qui va donner ce glow qu'on appelle haute lumière et ainsi de suite, qui va relever un peu le contraste, qui va presque en fait donner un côté moody directement à la prise de vue parce que ça relève les noirs, ce filtre-là. Et après, vraiment, dans mes recherches extrêmes, j'ai des filtres que je mets qui sont des bouts de verre cassés en fait, enfin qui sont cassés proprement, hein, et Mhm. qui vont eux carrément me doubler la personne qui est sur la photo et ainsi de suite, qui vont donner ce genre de reflet D'accord. directement à la prise de vue. Ah ouais, tu as des Voilà. filtres Donc lui, créatifs. j'utilise beaucoup. Mhm. Ouais, c'est ça. Beaucoup, beaucoup. Michel Lacroix demande sur la fumée, quel matériel? Mais je crois que tu avais fait une émission spécialement sur les machines à fumer, non? Ouais, là, on peut le dire, hein, c'est une Smoke Ninja. Maintenant, ça vient d'attaquer le marché. Ils arrivent tous là, hein. C'est une sorte de grosse cigarette électronique. À part qu'il n'y a pas besoin de vapoter, on appuie sur un bouton, ça sort tout seul. Et c'est quand même vraiment bien. C'est sur batterie. Ça, le prix a divisé par deux depuis 3 ans, donc ça, même par trois, c'est pas plus mal. On en trouve entre 200 et 300 euros maintenant. Moi, j'aime beaucoup. La consommation est ridicule en termes de liquide de fumée. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça quitte jamais mon matos pareil. Ok. Audrey Pichard demande c'est quand ton prochain workshop et comment on fait pour s'y inscrire? Alors, pour tous les workshops, là, on est sur le perso. C'est sur mon Instagram je les annonce que sur Insta parce qu'en fait, ça se remplit assez vite. Très bien. Heureusement, je suis assez Non, content de mais ils ça. te suivront sur Mon Insta, Insta bah, qui est là. tu l'as affiché, donc c'est bon. Je l'ai affiché là. Il y C'est a le monsieur l'écran. avec le bonnet là. C'est moi. Voilà. Tu Et, affiches euh, pas ton et je écran les pour lance en l'instant, là. story. Ah ouais? Attends, je remets. Et je les annonce en story, mais en général, ça se remplit en un jour ou deux, quoi. Donc faut être assez réactif. Euh, Moi, c'est quelque chose qui m'enchante parce que je suis content que ça prenne aussi bien. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant parce que il y a des gens qui voient pas la story et puis c'est plein en un jour, quoi. Mais bon, on en fait assez souvent. Très bien. Bah, merci. Moi, j'ai un petit sondage à lancer pour les participants parce que je voulais leur poser la question. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire light and shoot? Donc, est-ce que Light and Shoot, c'est un programme diététique pour perdre du poids? Est-ce que c'est la traduction de lumière, action? Est-ce que c'est la chaîne YouTube à Loris qui parle éclairage une fois par semaine? Ou bien est-ce que c'est une technique pour prendre des photos sans équipement ou avec l'équipement le plus léger possible, light et shoot, d'après vous? Tu devrais bosser dans le marketing, Hervé. Alors, pendant que les gens répondent, est-ce que la Hobolight, elle est IP quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est faite pour résister à la pluie? Je crois elle résiste à peu près, mais on va pas la tremper dans l'eau non plus, quoi. Alors, elle rentre pas dedans, c'est sûr. J'ai pas la réponse. Moi, je l'ai déjà mise un petit peu sous l'eau, mais je préfère ne. Elle a déjà pris un peu de pluie, elle a rien eu, hein, mais Baladeur, elle a pris de la neige là pour cette Mhm. vidéo. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si elle est IP ou pas. IP 20. IP20, voilà, c'est Je ne la sais pas. réponse. Merci. Voilà. C'est Christophe qui demandait ça. Alors, pendant ce temps-là, qui a voté? 50% d'entre vous. Un petit effort encore. On va clôturer à 60%. Mais je vais fermer le sondage dans quelques secondes. 3, 2, 1. Et je ferme le sondage. Et je partage les résultats. Et 4% disent que c'est un programme diététique pour perdre du poids. La Parce que traduction peut-être qu'il de m'en faudrait rien, lumière. Hervé. Ouais, moi, il m'en faut. Je vais courir tous les week-ends. Et oui, la bonne réponse, c'est la troisième. C'est la chaîne YouTube de Loris qui parle éclairage. Bah, une fois par semaine, depuis combien de temps maintenant? Depuis bientôt 3 ans. Alors, une fois par Facile. semaine en ce moment, c'est un peu plus faux parce que c'est compliqué. Ouais, Mais, presque. ouais, ouais, on essaie de tenir le coup. Et On est-ce que essaie c'est de la tenir le coup. traduction de lumière action? Bah oui, un peu. Et est-ce que c'est une technique pour prendre des photos avec peu d'équipement? Oui aussi, parce que tu y partages quand même assez souvent des trucs, des astuces qui parlent à En beaucoup de gens. monosource, ouais. Bon, après, il y a des fois où je me lâche un peu quand même ou sur l'éclairage. Mais les gens sont là pour me rappeler à l'ordre quand j'en mets un peu trop. En me disant, hey, t'es bien gentil, mais on peut pas le faire, ça. Et ça, j'aime qu'on me rappelle à l'ordre. Très bien. Donc, réponse de Arnaud qui dit une superbe chaîne. Le nom pour la fumée, Merci donc beaucoup. c'était Smoke C'est Ninja. une Smoke Ninja.
Voilà. Elle vient de sortir. Alors, après, moi, en toute transparence, j'ai testé que celle-là. On me l'a envoyé gratuitement suite à ma chaîne. Je l'ai testé, donc je l'ai gardé. Je l'aime beaucoup. Il y a d'autres marques que je n'ai pas testées, mais n'hésitez pas à aller voir un peu les avis, hein, parce que celle-là, je crois que c'est pas la moins chère, mais en tout cas, elle marche très bien. Voilà. Absolument. Est-ce que tu fais des workshops en ligne ou en présentiel? Ben, je pense que les gens posaient la question plutôt pour les workshops physiques de Loris, parce que ce qui est On les génial. fait en physique. Les workshops que je fais sont tous pour le moment sous la direction de Profoto, de qui je Mhm. suis ambassadeur. Et les workshops en mon nom viendront peut-être un jour, mais là pour le moment il y a beaucoup trop de travail avec Profoto. Et puis comme je rentre dans un truc qui est organisé, pour moi c'est très facile à gérer, donc ça me va très bien. Donc pour le moment c'est ça, mais c'est dans toute la France et puis c'est très accessible en story quand je les annonce. Voilà. Et puis pour la partie en ligne, bah, moi je vous invite à vous abonner à Light and Shoot et vous regarderez entre l'existant, il y a quand même un paquet d'informations intéressantes et ce qui est en train d'être produit régulièrement par Loris, il y a de quoi vous informer, vous former et avancer. On est en train d'essayer de voir quoi raconter parce que c'est vrai que là, niveau technique, j'ai quand même pas mal fait le tour, mais il y a toujours des choses à dire. Attends, je vais vous la montrer. Hop, c'est cette chaîne-là. Voilà. Du coup, voilà, tout simplement. Et il y a donc 204 vidéos qui sont toutes des vidéos globalement assez informatives et techniques, quoi. Voilà. Alors, des questions. Pourquoi Lightroom et pas Capture One? Bah, parce que vous utilisez en fait le logiciel que vous préférez. Capture One, très Ah, mais puissant, j'ai et une vous allez réponse. retrouver les roues. Vas-y, quelle est ta réponse? Bah, par flemme. Il paraît que Capture One c'est très bien, mais j'ai toujours bossé sous Lightroom. J'ai tous mes presets sous Lightroom que j'ai fait comme un grand. Et j'ai aucune envie d'aller recommencer tout ça ailleurs, quoi. Et Mais par contre, vraiment, si Valentin vous utilisez Capture One, vous retrouverez les roues des couleurs. C'était même un des premiers logiciels à l'utiliser. Tout ça, ça fonctionne super bien. Et puis, il y a des gens qui préfèrent travailler dans Photoshop. Chacun va utiliser son logiciel de traitement qui correspond à ses habitudes, à ses pratiques. Est-ce qu'il y en a un mieux qu'un autre? Après, il y a même des XO, il y a des tas d'outils. C'est à vous de décider. Nous, on n'est pas là pour vous donner alors, des leçons là-dessus. d'une manière générale, pour le matériel, shootez avec ce qui vous plaît, avec ce que vous voulez, hein, avec un appareil qui a 10 ans s'il faut. Enfin, l'important c'est que ça marche, que le résultat que vous avez vous plaise et que le workflow soit pas trop pénible. Une fois que vous avez autre quelque chose qui vous convient, bah, n'écoutez pas ce que racontent les autres et faites, hein. Si ça vous va, ça vous va, hein. Moi, je suis assez dans cette philosophie, quoi. Je suis persuadé que Absolument. Capture One c'est très très bien, hein, mais j'ai pas envie de tout recommencer, quoi. Alors, réponse Yann, 456 € la Hobolight, c'est le kit complet Creator Kit. Il y a plusieurs kits. Si vous voulez prendre une version plus légère, il y a des trucs autour de 300 € pour la mini, simple. Après, si vous voulez le kit avec le petit trépied de table, etc., oui, forcément, c'est un peu plus cher parce que là, il y a plus d'accessoires. Regardez, vous verrez, il y a différentes versions en fonction du budget que vous voulez mettre dedans. Euh, on a plutôt des gens qui sont agréablement surpris de la qualité du produit lui-même et des accessoires. Après, on trouvera moins cher si vous êtes complètement coincé en budget, ce sera différent. Ben voilà, qu'est-ce qu'il y avait encore comme question sympa? La charte de couleur, est-ce que tu utilises toi une charte comme ça dans certaines de tes prises de vue? Alors, comme je disais, moi j'ai quand même une retouche qui est très libre et très créative, donc je vais tellement switcher tout que je me donne pas ce mal en général, sauf quand je bosse pour des marques où il faut des couleurs très précises, ainsi de suite, quand c'est vêtements, objets, ainsi de suite. Là, oui, en studio, bien sûr, je l'utilise. Ouais. Sachant que celle-là, qui s'appelle la Color Checker Passport Photo 2, vous voyez qu'ici, vous avez les 24 patchs de la Color Checker, dite Color Checker classique, avec une échelle de gris. Les teintes, ici, c'est le cyan, magenta, jaune, et vous avez le noir, RVB. Mais ça, en haut, regardez, on retrouve les teintes TSL qu'on avait tout à l'heure dans Lightroom. Donc, c'est des points de repère qui vont vous permettre de travailler avec précision les couleurs. Donc, vous n'allez peut-être pas l'utiliser tout le temps, mais effectivement, travaille pour une marque, comme tu disais, s'ils ont un logo avec une couleur précise, bah, peut-être qu'à ce moment-là, ça vaut le coup
d'aller travailler à ce niveau de précision. Donc c'est pas tout le temps, c'est un outil technique que vous sortirez de temps en temps. Après, une petite charte simple comme ça vaut même pas 50 €. Il y a beaucoup de photographes qui en ont une au cas où justement on a des conditions de lumière qui sont pas superbes. On nous demande de faire des photos d'objets dans un environnement qui n'est pas avec une lumière contrôlée. Je sais que je pourrais corriger puisque j'ai pris les conditions de lumière et d'éclairage de la scène en positionnant une fois la charte dans l'image. Donc, est-ce qu'on l'utilise tout le temps? Je pense que pour beaucoup de photographes, la réponse c'est non. Est-ce que c'est utile comme outil technique? La réponse c'est oui. Surtout si vous avez des clients un peu chiants ou exigeants. Et puis, si vous aimez travailler les couleurs avec précision. Mais ça peut, si vous travaillez vous vos ambiances, vous n'avez pas forcément besoin de ça. C'est vous qui verrez. Après, c'est un accessoire. Voilà. Tu veux rajouter peut-être quelque chose sur le matos? Bon, moi, je pense qu'on est quand même pas loin d'avoir fait le tour là. Dis-moi Ouais. s'il y a deux, trois autres questions. Mais non, on a quand même bien parlé de tout ça, je pense. Non, il y avait des questions donc sur les workshops, tu as bien répondu, ça c'est fait. Non, mais c'est bon, on a répondu à la question dessus. Loris, quand tu passes à Lyon, tu m'appelles, dit Henri-Étienne. Michel dit on peut aussi rajouter une casquette. Oui, c'est vrai, sur les écrans, vous pouvez avoir une visière, une casquette anti-reflet. Ça, on le fera probablement un tour d'horizon là-dessus sur un webinaire quand ce sera avec une autre marque, par exemple une marque d'écran. On ne peut pas couvrir tous les sujets. Là, c'était Calibrite et Obolite. Merci de toutes tes informations, Loris. Et je pense que c'est intéressant de voir, et c'est toujours utile de visiter un style de photo, même si vous ne le faites pas d'habitude. Et donc, un truc qui peut être sympa, c'est dans les 5 semaines qui viennent, essayer de faire un portrait avec un traitement Moody pour voir si ça vous plaît, si ça vous tente. Et puis après, Ouais, vous rester verrez curieux, c'est jamais une mauvaise chose, ouais. exactement. C'est toujours bien d'être curieux. Ça Donc, rajoute des palettes un peu à son. Qu'on soit pro ou pas, hein. ah si, il y avait la question qui tue là. Quelles optiques tu utilises? Optiques à grande ouverture en général ou... Alors, toutes mes optiques ouvrent grand. Pas forcément par snobisme, mais bon, le marketing là-dessus est très bon, mais je shoot assez rarement à très grande ouverture. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un 35 1.4, un 55 1.8, un 85 1.8. Alors, j'ai pas encore, et je pense que ça n'arrivera pas, j'ai pas encore cédé à la sirène des 1.2 et compagnie, parce que c'est pas mon style, je m'y retrouve pas, et je me dis que pour le prix d'une optique 1.2, je peux en avoir deux qui ouvrent un 1.8, quoi. Donc, ouais, alors, je suis équipé, moi je suis professionnel, hein, donc j'ai beaucoup de besoins différents. J'ai un 14-24 de 8 en zoom. Ensuite, j'ai un 28-75 qui me sert un peu tous les jours, 28-75 de 8 de Tamron. Ensuite, j'ai un 35 1.4, j'ai un 55 1.8, un 85 1.8 et un 135 de 8. Et là, c'est bon, j'ai fait le tour. Voilà. Eh bien, parfait. Je suis équipé de tout ça, mais bon, vous n'avez pas besoin de tout ça pour faire des photos. Soyez rassurés. Super, merci beaucoup Loris. Merci à vous Merci à pour vous. votre attention, vos questions très riches comme d'habitude. Et puis bientôt pour un prochain webinaire. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je laisse la place à Loris pour la dernière question ou le dernier conseil ou le truc ou l'astuce qu'il a envie de partager avec vous. Merci encore Loris, merci à vous. À bientôt. Bah, moi, j'aurais envie de dire un truc très très banal, mais que vous soyez pro, que vous soyez amateur, peu importe votre pratique, prenez-y du plaisir. On parle beaucoup de matériel. N'oubliez pas qu'on n'a pas besoin de tout pour faire de très jolies photos. L'important vraiment, c'est d'y aller à son rythme, de prendre du plaisir et puis d'être content des images qu'on fait. Euh, à chaque fois que vous voulez acheter du matériel ou autre, demandez-vous bien si c'est pour avoir un rendu particulier que vous ne savez pas encore faire. Moi, j'aime bien l'idée de se dire, bah, tiens, je vais acheter du matériel parce que je sais ce que je ne peux pas faire tant que je ne l'ai pas. Et je crois que c'est un des plus beaux conseils que je peux donner. Et sinon, pour le reste, prenez du plaisir et soyez fiers de votre travail parce que c'est important. Super, On merci est bon. Loris. Allez, Très bonne soirée. bonne soirée à vous. Au revoir.